Bonjour, bienvenue dans l'apéro des darons. Pourquoi je prends un accent du Sud, je sais pas. Franchement, arrêtez-moi. Ça fait longtemps que j'ai plus animé cette émission, je suis désolée. Je suis très contente de vous retrouver. Je suis Manon Portanier, journaliste parentalité chez Mademoiselle et notamment dans la rubrique Daronne que vous connaissez déjà. Si vous la connaissez pas, c'est que vous avez raté votre vie. Mais à part ça, bienvenue chez nous où on est là pour parler parentalité, briser des tabous, briser des rêves. Non, ça on fait pas. Non, briser des rêves peut-être pas non plus. Non, pas aujourd'hui. Non, je suis pas d'humeur. Mais on est là pour aider surtout les futurs parents qui ont besoin un peu de s'y retrouver dans cette grande aventure qu'est la parentalité, ce bon gros bordel, ce gros tsunami. Aujourd'hui, comme d'habitude, parce que je ne sais plus faire sans toi, soleil de ma vie, j'anime cette émission avec ma consoeur Charlotte Haas. Bonjour. Qui est journaliste témoignage chez Mademoiselle. Absolument. C'est ça? Et oui. Du coup, tu viens quand même avec moi. Je témoigne. Oui, et je viens avec toi. Je viens avec toi dans l'apéro des daronnes parce que je suis une daronne moi aussi et j'aime beaucoup l'apéro. Donc voilà, j'ai trouvé ma place. Tout va bien ensemble. Ouais, c'est assez magique. Et aujourd'hui, vous vous demandez sûrement de quoi on va parler. Eh bien, on va parler de PMA. Oui, on va parler de parentalité, forcément, de filiation, de lesbianisme politique et d'un tas de sujets. Enfin, vous verrez tout ça quand on y sera. Et nous sommes très heureuses et honorées aujourd'hui de recevoir Fanchon Maillot-Courtel, militante. À l'origine, attends, je t'ai même fait une petite fiche. T'es prête? Militante à l'origine du collectif SEO lesbienne, qui a fait quand même, c'est pas rien, plier Google quant au référencement pornographique du mot lesbienne, ce qui est complètement ouf, et qui est engagée dans un projet de PMA pour la seconde fois. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Bonjour, Fanchon. Bonjour. Je suis super contente d'être avec vous. C'est vrai? Ouais. Ah, on est très contente de t'avoir. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu à notre communauté Twitch? Bonjour. Je m'appelle Fanchon, j'ai 33 ans et je suis militante lesbienne. Je me présentais auparavant comme cyberactiviste et je milite également pour... j'ai beaucoup milité aussi pour la PMA pour toutes, parce que moi j'ai commencé un parcours PMA avant que ce soit légal en fait en France. Ah oui, donc gros parcours. Ouais. Et sinon dans la vie, je travaille plutôt dans le secteur de la tech. Voilà, qui est un chouette secteur. Chouette secteur dans lequel je trouve assez empouvoirant en tant que femme de pouvoir travailler dans ce domaine-là, parce que ça nous donne des clés et surtout des outils pour pouvoir militer aussi. Ouais. Et justement, c'est ce que tu as fait avec le hashtag SEO. Enfin, c'est complètement ouf ce qui s'est passé avec Google. Je ne sais pas si tu veux bien un peu revenir dessus, ça ne dérange pas. Un petit peu, je trouve ça carrément intéressant. En fait, en 2019 et même avant, le terme lesbienne, quand vous faisiez une recherche en fait sur Internet sur l'occurrence lesbienne toute seule, vous tombiez uniquement sur des résultats pornographiques. Donc vous aviez de mémoire 11 pages en fait qui défilaient comme ça de contenu pornographique. C'est incroyable. À la fois dans l'onglet en fait de recherche textuelle, donc qui vous renvoie vers des sites internet, mais également en fait dans les onglets de recherche vidéo, dans les onglets de recherche images. Tout était pornographique dès que c'était assimilé lesbienne. Ouais. Et en fait même la page Wikipédia en fait elle arrivait en 11e ou 12e position des résultats. En fait, habituellement, sur tous les autres mots ou toutes les autres... par exemple, gay, en fait, on tombait immédiatement sur la page Wikipédia. Traditionnellement, la page Wikipédia arrive dans les premiers résultats, généralement, sur des occurrences. Et là, en fait, on tombait que sur de la pornographie. Et donc, il y avait, en fait, un biais algorithmique qui faisait que, en fait, à chaque fois qu'on tapait lesbienne, l'industrie pornographique se référençait sur ces termes-là. Et donc, ça ne renvoyait que vers une réalité pornographique. Et donc, en 2019, c'était l'année de mon mariage. J'étais en train de préparer mon mariage. Et donc, dans un gros moment de vie où je me sentais légitime, forte, j'avais 30 ans. Je sais pas, il y avait un espèce de truc où dans ma vie, j'étais arrivée à un espèce de palier de bien-être et d'assurance. Et en fait, je trouvais qu'on continuait quand même avec ma femme à associer le terme lesbienne, à le chuchoter dans les espaces publics ou des trucs comme ça. Et puis je me suis souvenu que le terme lesbienne, quand on faisait des recherches, il était associé à de la pornographie. Et moi, à cette époque-là, je travaillais dans le marketing digital. Et donc, je faisais ça, en fait, comme job. J'aidais à mieux référencer des trucs nuls, des termes à des fins lucratives, en fait. Oui. Et en cherchant lesbienne sur Internet, je suis retombée sur ça, en fait. J'ai fait cette recherche et je suis retombée sur de la pornographie. Et ça m'a vachement heurtée. Dans un moment où en fait tout allait bien, où j'étais trop bien. Et t'étais hyper sereine, et pouf quoi. Et puis de revoir ça m'a vraiment fait du mal. Et donc en fait, comme j'étais vachement sur Twitter, j'ai tweeté, feu Twitter. Et du coup,
Ouais, c'est bien dommage. Ouais. Et on pense à toi, Twitter, petit ange parti trop tôt. Exactement. Moi, j'avais une super communauté, j'ai même rencontré ma femme sur Twitter, donc c'est vraiment un truc super important pour moi, Twitter. Et donc, j'ai fait ce que je faisais habituellement, c'est-à-dire que je me défoulais sur Twitter et je renvoyais toutes les choses qui étaient négatives. Et j'ai tweeté un soir en disant, mais en fait, je comprends pas pourquoi le terme lesbienne est associé uniquement à de la pornographie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire changer ça ? Et très rapidement, en fait... ça s'est emballé ? Ouais, très rapidement. D'ailleurs, Numérama a été l'un des premiers à faire un article sur le sujet. Super média. Et en plus, légitime, en fait, un médiathèque qui, du coup, en fait... a joué un rôle super important. Et a aidé, du coup, à porter ta voix. Complètement, qui a été finalement le premier média à parler de ce sujet. Incroyable. Et on vous embrasse, Numérama. Et du coup, vraiment, ça a été un combat surtout très médiatique. Et finalement, on a obtenu une correction algorithmique de la part de Google. Et comment ils l'ont expliqué, ce biais algorithmique ? Ils l'ont pas expliqué. Ils ont juste, justement, une conférence de presse à laquelle assistait Numérama, ils ont juste indiqué que c'était terrible, en fait, que les résultats étaient absolument pas à l'image de ce que prône finalement Google, parce que Google a des valeurs finalement d'entreprise ouverte. Quand vous regardez d'un point de vue RH, comment on se fait embaucher chez Google, vous avez toujours à la fin un peu le venez comme vous êtes de McDonald's, quoi. Donc, il y a ce truc de... C'était pas en corrélation du tout avec ce qu'ils faisaient, ce qu'ils pensaient. Pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment un dysfonctionnement technique, en fait, finalement. Parce que finalement, en anglais, quand vous tapiez lesbienne, en fait, vous n'aviez pas de résultats pornographiques. Donc, c'était vraiment lié à la sémantique française du terme. Alors, plus tard, on s'est rendu compte que ça avait aussi lieu en portugais énormément et que, finalement, la modification algorithmique, elle avait eu des effets positifs dans toutes les langues. Ah, c'est bien. Pas uniquement en français. Non, pas qu'en France, Et après, de toute façon, le fonctionnement aujourd'hui des algorithmes de recherche n'est plus du tout le même, puisqu'à l'époque, en fait, en 2019, il n'y avait pas encore d'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, il y en a. Et donc, Google s'est quand même doté d'instances de contrôle depuis cette date-là. Mais ce qui était super, c'était que c'était l'une des premières fois où, en fait, Google a communiqué sur une modification proactive majeure. Et cette modification algorithmique, elle est connue dans le milieu du marketing digital comme s'appelant Google Less Porn, Google moins de pornographie. Et elle a eu des effets super positifs sur le référencement pour les lesbiennes. Il y avait vraiment des enjeux de santé publique parce qu'en fait, ne pas tomber sur des résultats, je sais pas, de blog, des résultats culturels, des résultats même pour la prévention, pour la prévention au suicide et des choses comme ça, parce qu'il y a quand même, malheureusement, dans nos communautés, quand même une prépondérance aux difficultés psychiques. On le comprend dans la société dans laquelle on vit. Donc voilà, ça a eu un effet et un impact super positif. Et ça te fait quoi, toi, personnellement, de savoir que tu es à l'origine de tout ça ? Alors, je pense que je ne suis pas vraiment à l'origine. Je pense que j'ai pointé du doigt quelque chose qui avait déjà été pointé du doigt par d'autres et que j'ai été celle qui a été entendue. Mais je pense que c'est lié à une synchronicité qui a fait que c'était le bon moment. Les planètes étaient alignées. Les planètes étaient alignées pour qu'on s'attelle à ce sujet-là et que l'espace public, la conscience publique commençait à s'intéresser à ces enjeux-là. Il y avait déjà de la presse qui commençait à en parler. Committed avait fait un super article sur pourquoi la presse n'utilise pas le terme lesbienne. Il y avait l'association AJL qui avait produit déjà beaucoup de contenu sur tout ça. Et donc, en fait, je pense qu'il y a eu cette synchronicité qui a fait que ça a permis finalement d'ouvrir la voie. Donc, j'ai porté cette voie-là et j'ai pris mes responsabilités en me disant, en fait, d'un tweet, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, ça prenait, en fait. Et donc, ça a été une décision qui n'a pas été facile non plus parce que fallait décider d'être public, en fait. De t'exposer. Et de me mettre aussi en risque, en fait. Dans un moment où, encore une fois, j'allais super bien. Et donc, est-ce que j'avais envie de faire ça ? Je me suis posé la question, quoi. J'en ai vraiment... Je savais que j'allais m'en prendre plein la gueule et ça n'a pas... Mais tu as eu beaucoup, justement, c'était ma question. Est-ce que tu as été cyberharcelée ? Est-ce que tu as eu des trucs qui t'ont touchée et atteinte Oui. Ouais. Oui, parce que la réponse n'est pas du tout étonnante. En fait, quand on est une femme, qu'on parle de tech,
globalement, on est sans cesse ramené à sa propre légitimité. Ouais. Donc en fait, on est toujours dans oui, mais t'es pas experte. Oui, mais et souvent, moi, j'avais ce truc-là de dire, mais attendez, je suis pas experte. Effectivement, je suis pas la meilleure. Hein. Enfin, je veux dire, je suis pas la meilleure en SEO, vraiment pas. Ça m'a pas empêché de travailler dans ce secteur-là et de vendre des prestations. Donc je sais un peu de quoi je parle. Maintenant, je suis pas du tout experte. Par contre, j'ai porté une action. Et je me sens pleinement légitime sur ce truc-là. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même avoir une certaine certitude et un peu les épaules pour pouvoir finalement accueillir tout ça. Surtout dans une période où j'étais en plein mariage, où personnellement c'était cool, c'était chouette, ça a dû te pouf quoi. Un peu, et en même temps, c'était aussi génial. En discours de mariage, mes belles-sœurs ont repris une citation que j'avais dit dans la presse et ça a été c'était génial en fait finalement en fait au moment où je me suis mariée c'est le moment où on venait de gagner et où le terme lesbienne avait été de moins en moins associé à de la pornographie sur internet et donc c'était trop cool. Enfin vraiment je suis fière d'avoir contribué à ça. Je suis surtout fière en fait que ce changement algorithmique contribue à mettre en lumière d'autres personnes, d'autres contenus et qu'en fait ça fasse un effet un peu boule de neige. C'est pas pour moi en fait que je l'ai fait parce que finalement pour moi c'était un peu trop tard. Enfin moi j'ai connu internet exclusivement associé à des contenus pornographiques avec le terme lesbienne. Enfin je veux dire moi j'avais pas ça en fait. Donc, tu l'as fait pour les futurs J'aimais l'idée de me dire une jeune qui va taper sur internet le mot lesbienne en fait elle va pouvoir trouver plus facilement que moi sa communauté. Rencontrer des gens, se confronter à des images de famille, des images... Parce que finalement, c'est ça, moi, qui m'avait fait peur. Je me souviens, c'était l'idée de pas avoir la vie que j'aurais souhaité, en fait. Et ça, quand aujourd'hui, je fais un petit flashback, je me dis, en fait, tout va bien aller. Mais j'étais très inquiète, moi, pour ma vie, en fait. Très anxieuse de ce qu'allait être ma vie. Et maintenant, ça va mieux ? Ça va mieux parce que j'ai réussi tout. J'ai réussi tout ce que je voulais en fait. Ta checklist est faite. Ouais, j'ai vraiment une checklist pour le coup et c'est vrai. Oui, que je refais à peu près tous les 3 ans. Et là dernièrement, j'ai checké tout ce que je voulais. Ah, ça c'est pas mal. Quand même. Ouais, c'est cool. Voilà, mais bon, j'ai un petit côté comme ça un peu rigide sur. Qui ne l'a pas. Je suis très très rigide et très angoissée. Est-ce que ça va ensemble du coup ? Ouais, je pense. Ouais, c'est assez lié. Je pense que moi ça me rassure de cocher des cases. Oui, voilà, ça c'est un garde-fou cette rigidité pour pallier à tes angoisses. Ouais. Je crois que c'est encore plus depuis que je suis maman. J'ai encore plus d'angoisse forcément parce qu'il n'y a pas que les miennes maintenant. Il y a aussi celle que tu projettes sur tes enfants. Exactement. Et non, en fait, ça se calme pas en grandissant, parce que j'ai pas en vieillissant, mais vraiment en grandissant, là, sur ce côté-là, ça se calme pas. Et les enfants n'aident pas, pourquoi on les fait déjà ? C'est quoi la réponse à cette question ? J'ai pas... Ils sont mignons ? Ouais. Les petits pieds ? Ouais, mais ça grandit vite, les petits pieds, puis après ça pue, quoi. Ouais, c'est vrai que ça pue. C'est vrai que ça pue. Ça peut même puer dès le plus jeune âge. Hein. Ouais, je sais. Mon fils Petite dédicace à ma sœur. Elle se reconnaît pas. Désolée, on parle de pieds qui puent. En parlant de pieds qui puent, est-ce que justement, ça n'a aucun rapport. Je fais une transition vraiment. Je sens que tu passes à ma rubrique. Et je suis désolée. Je ne sais pas comment te faire une transition plus pourrave que celle-ci. En parlant de pieds qui puent, je passe la parole à Charlotte. Exactement. Putain, me déteste pas, tu sais que je t'aime d'amour. Mais pour ceux qui nous suivent, et j'espère que vous nous suivez depuis le début, ça va bientôt faire 2 ans maintenant qu'on est là. Enfin, pas tous les jours quand même, parce qu'on a une vie et tout ça. Oui, et puis parfois, on rentre chez nous un peu de temps en temps. On aime bien dormir aussi. Mais on a une rubrique qui s'appelle le Dico des Garonnes. Le Dico des Daronnes. Donc, pas de la Garonne, le Dico des Daronnes. Et dans ce dico, on parle d'un mot particulier. On explicite un mot qui n'est pas forcément toujours bien connu par les personnes et qui est en lien avec le thème qu'on va aborder. Et donc aujourd'hui, on a réfléchi et on s'est dit que ce serait pas mal de parler du terme sécos. Parce que quand on n'est pas confronté à la procréation médicalement assistée, la PMA ou autre, on ne sait pas forcément ce que c'est, qu'on n'a pas de problème de fertilité, on ne sait pas forcément ce que c'est les sécos. C'est quoi les sécos ? Alors, le sécos, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. C'est une unité spécialisée dans l'infertilité qui est toujours reliée à un CHU. Il y en a 33 sur tout le territoire. Pas beaucoup, en France. Ouais, non, c'est pas beaucoup. Donc, du coup, les délais sont parfois très longs. Et donc, les sécos, ça concerne les couples et les femmes célibataires depuis août 2021 qui ont besoin d'un don d'ovaire ou de sperme. Excusez-moi, je passe à ma deuxième page.
pour se lancer dans un parcours de PMA. Donc, il y a plein de spécialistes qu'on peut consulter sur place. Il y a des médecins généralistes, des psychologues, des généticiens, des biologistes, voilà, pour pallier aux problèmes, enfin, pour quand on a des soucis de fertilité, une problématique de fertilité. Et juste au cas où pour le chat, si jamais vous avez peut-être pas le mot en tête, mais la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'appelle AMP. AMP. Ça veut dire la même chose. Ça a changé. Ah bah vas-y, pardon. On n'est pas. C'est l'aide médicalement médicalement assistée. Enfin, à la procréation. Médicale à la procréation. Aide médicale à la Ouais, procréation. c'est ça. Plus PMA. D'accord. Non, les termes officiels, c'est AMP. Ah bah tu vois. Ouais, tu vois. C'est tellement cool de savoir. Je savais absolument pas. Est-ce qu'on a bossé? Oui, on a bossé. Ouais. Oui, on a bossé. Un peu. Oui, on a bossé un peu. Mais pas assez visiblement. On a mangé des chips aussi. Ça, c'était pas mal. Mention Mais passable. du coup, les sécos, Ouais. il y en a que 33 en France, donc c'est très peu. C'est très peu, Ça sert à la et c'est trop préservation. peu pour répondre à l'ensemble des demandes des couples, en particulier depuis la promulgation de la loi de bioéthique du 2 août 2021, qui a élargi donc l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et il y a encore 2 ans, il y a des associations de défense des droits des personnes LGBT qui dénonçaient ces délais très longs, une prise en charge insuffisante, notamment à des couples lesbiens ayant recours à l'AMP. Est-ce que et il faut rappeler aussi que cette loi de bioéthique interdit toujours l'AMP aux femmes transgenres. Donc il y a encore des gros Il y a encore biais. du boulot. Voilà. Ouais. Ça, clairement. Et il faut aussi dire, j'ai oublié de le dire, mais que les sécos s'occupent également de la préservation de la fertilité, donc la congélation des gamètes ou des embryons. Ça, c'est important de le dire. D'accord. Toi, en tant que femme lesbienne qui a eu recours avec ta compagne à l'AMP, est-ce que vous avez été concernée par ce manque de prise en charge Ouais, alors nous, notre parcours, en fait, il a débuté avant la promulgation c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. de la loi, dite PMA pour toutes, qui était un combat quand même de longue haleine. Nous, on a débuté notre parcours en 2019, donc à la suite. C'était la fameuse année, l'année du mariage. l'année de la win, quand même. Ouais. Voilà. Et donc, on a commencé notre parcours, pour le coup, à l'étranger, puisque à l'époque, il n'était pas autorisé en France pour les couples de femmes d'avoir recours à la PMA. Alors, on peut dire, en langage courant, on dit PMA. Peut dire encore bien PMA, sûr, on peut dire encore PMA. Mais dans les textes, en fait, si on cherche PMA, ça n'existe pas, c'est AMP. Oui. Et donc, on a commencé à l'étranger. Nous, on est allé toquer à la porte des associations et on est allé dans un cercle de parole pour rencontrer en fait d'autres couples de femmes qui avaient eu recours également à la PMA à l'étranger. Pour filer un peu des astuces, comment s'y prendre, quelles sont les étapes. Exactement, parce qu'en fait, on est face à quelque chose... Enfin, moi, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. C'était un peu le mystère de quelle clinique, où aller, quel coût... dans quel pays aussi. Mais exactement. Et quel régime juridique derrière, parce qu'en fait, on parle beaucoup dans les débats, le débat sur la PMA pour toutes, ça a beaucoup porté sur l'accès à la PMA. Enfin bon, ça s'arrête pas là, parce que derrière, il y a l'aspect juridique de comment, en fait, cet enfant, il est le vôtre, comment il devient le vôtre, tout ce qui est de l'ordre de la filiation. Et pour moi, c'est ça le vrai combat. L'accès à la PMA, à la rigueur, quand on a un peu d'argent, en fait, on peut s'en sortir et c'est faisable. C'est malheureux à dire, à l'époque, je parle d'argent, parce qu'en France, c'est complètement gratuit. Mais du coup, moi, ce qui me faisait peur, en fait, c'était l'aspect de filiation. Comment est-ce que mon enfant, je le reconnais? Et donc, un des enjeux aussi du mariage, pour nous, à l'époque, c'était, en fait, il fallait se marier à l'époque pour pouvoir adopter son enfant via une procédure d'adoption qu'on appelle l'enfant dit de la conjointe. Donc, c'est une procédure d'adoption plénière. Et à l'époque, pour pouvoir faire cette procédure-là, il fallait être un couple marié. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est une grosse avancée, ça aussi. Il y a ça, et donc en fait la loi PMA pour toutes, elle a surtout, à mon sens, et on en parle très peu, elle a surtout, à mon sens, apporté la brique qui manquait de l'ordre de la filiation, puisque désormais, un couple qui a pour projet d'avoir un enfant doit se rendre obligatoirement devant son notaire. C'est une démarche qui est payante. Oui. D'accord. Il faut en fait faire une procédure de reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire. Donc, avant même la naissance. Avant même la conception. Avant même la conception. Pour être considéré comme le deuxième parent. Oui. Mais c'est incroyable et tu peux pas le faire à la mairie 3 mois avant, comme c'est le cas pour les couples. Chez un notaire. Donc vous devez aller chez le notaire, faire une démarche de reconnaissance conjointe anticipée. C'est un acte authentique qui est enregistré par votre notaire. Et dans cet acte authentique, en
fait, ça donne la filiation à la maman qui ne portera pas l'enfant. Et donc, on donne pour information, hein, pour les couples qui veulent y avoir recours, si jamais dans l'audience il y a des gens qui ont envie de faire ça. Et en fait, il faut le signer avant et on conseille de pas du tout mentionner la mère qui portera, de pas mentionner la technique, parce que les parcours PMA, le mien a duré 3 ans, sont faits d'aléas, sont faits donc ce document-là, il doit être le plus neutre possible, de manière à pouvoir être réutilisé et qu'on n'aille pas dépenser 250 € tous les 4 matins, en fait, à chaque fois. Donc, on ne mentionne pas la technique, on ne mentionne pas le pays. Et surtout, on fait attention aux tarifs. Aujourd'hui, les tarifs sont encadrés par la loi et ça ne doit pas dépasser 250 €. Parce que moi, c'est quand même une certaine somme. Pour tout vous dire, avant les encadrements de la loi qui datent de début 2022, donc il y a eu toute une période où il y a eu en fait la promulgation de la loi PMA pour toutes, et toute une période où en fait les tarifs n'étaient pas encadrés. Et on a vu des notaires qui pratiquaient des tarifs franchement indécents, de 700 à 800 €. Oui. Sérieux ? Oui. Ah, ils ont complètement sorti sur le truc, c'est vraiment un scandale. Et on a vu aussi des notaires qui pratiquaient, qui faisaient pas du tout attention à ce qu'ils écrivaient. En fait, il y a eu des petits moments de cafouillage. On attendait tellement ça depuis tellement longtemps que c'était très dur de comprendre finalement les circulaires du ministère de la Justice. Il y a eu des gros couacs au départ. Les premiers couples qui ont essayé d'aller reconnaître leur enfant en mairie se sont confrontés à des situations ubuesques. Et moi-même. T'as des exemples ? Ouais. Il y a des exemples où on arrive en fait, et en fait, il y a un refus. Parce qu'ils connaissent pas la procédure. Ouais, refus pur et simple. Ah, mais je connais pas ça. Et donc, en fait, ils vous font un acte de naissance avec le nom seul de la mère qui a accouché. Et si vous ressortez de la mairie avec le nom seul de la mère qui a accouché, c'est foutu. Procédure d'adoption. Ou recours au procureur de la République dans certains cas. Mais sinon, c'est foutu. C'est-à-dire que si vous sortez, votre acte de reconnaissance conjointe n'apparaîtra pas sur l'acte de naissance. Et donc il y a eu des cas comme ça. Ou alors, il y a eu même des cas où cette loi, elle a créé en fait un vide juridique pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont tombées enceintes entre le moment du vote de la loi, mais pas encore de la promulgation. Donc finalement, l'été en fait 2021, entre août 2021 et septembre 2021, et ben en fait ces personnes-là, elles rentraient dans aucune procédure. Et en fait, il y avait 2 procédures à ce moment-là. Il y avait la procédure de ce qu'on appelle reconnaissance conjointe a posteriori pour tous les couples qui avaient eu recours à la PMA à l'étranger. Il y avait qui n'avaient pas encore adopté leur enfant parce que pas mariés, parce que voilà. Il y avait la possibilité d'aller chez le notaire, de signer une reconnaissance conjointe a posteriori et d'avoir une vérification des documents de PMA par le procureur de la République. C'est une énorme démarche, tout ça. Enfin, oui, mais un petit peu moins que l'adoption. C'était un peu moins lourd que l'adoption. Et d'ailleurs, cette procédure de mémoire, je crois qu'elle s'arrête cette année, que c'est plus possible à l'été 2024 de le faire. Donc la RCP, c'est une mesure transitoire. Et en fait, les femmes qui avaient une grossesse entre août et septembre, elles ne rentraient pas dans le cadre de la reconnaissance conjointe a posteriori, ni dans le cadre de la nouvelle loi. Et donc en fait, elles étaient dans un vide complet. Et donc la seule procédure possible, c'était l'adoption plénière de l'enfant de la conjointe. Ouais. Et voilà, avec toutes les contraintes que ça représente d'adopter, puis aussi l'acte de naissance d'adoption, c'est pas le même qu'une reconnaissance. C'est pas la même chose. Voilà. Et puis on a aussi encore des notaires qui, pour des raisons idéologiques, j'ai pas du tout une dent contre les notaires. Hein. J'adore ma notaire. Mais pour des raisons idéologiques, finalement, vont proposer aux femmes, aux couples lesbiens, des adoptions simples plutôt que des adoptions plénières. Considérant finalement la deuxième maman comme étant une belle-mère. D'accord. Et laissant la place vide à un éventuel père. Ah, bah oui. À une filiation. Mais pour des raisons idéologiques, sans le dire. En fait. Mais c'est pas légal. Il y a des recours contre ça ensuite. Légalement, votre notaire a un devoir de conseil. Il est là pour servir vos intérêts. Et oui, vous pouvez tout à fait. En fait, ça, c'est un truc super important à dire et c'est hyper empouvoirant. Quand on est face à un notaire, si c'est la première fois qu'on y va, ça peut faire un peu peur.
Et ouais, tout le monde n'a pas, en fait... le côté un peu institutionnel. Mais ouais, mais parce qu'en fait, les hommes politiques et les femmes politiques, quand ils ont voté cette loi, ils ont souvent des notaires. Et ils pensent que le notaire est un personnage de proximité. Quelqu'un auprès duquel un vrai conseil de proximité. Est-ce que ça montre encore la déconnexion des hommes politiques ? Je pense. Peut-être. Or, en fait, faut quand même le dire, ça reste un marqueur social, le fait d'avoir un notaire ou pas. Et donc, en fait, il y a beaucoup de couples qui n'avaient jamais mis les pieds chez un notaire et n'avaient pas noué finalement de relation de confiance avec un notaire. Quand on n'a pas acheté, typiquement, on n'a pas de notaire, en fait, de famille, quoi. Non. Et quand on n'a pas de bien, généralement, en fait, on va pas chez le notaire. Et donc, c'est vrai que ça a créé ce truc où le notaire a un devoir de conseil, mais il a un petit peu finalement ce truc de supériorité sur nous, qui fait que y a plein de couples qui osaient pas, en fait, qui disaient en fait mon notaire fait ça, il fait le document. Oui, il a l'argument d'autorité, un peu comme les médecins. Ouais, il sait. Lui, il sait, moi je suis, et je prends le conseil où il est, quoi. Et c'est ça. Et en fait, je veux dire, moi, je porte aujourd'hui ce message-là vachement sur les réseaux sociaux, mais en fait, écrivez à votre notaire, si vous a facturé 700 €, faites-vous rembourser. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est illégal. Si votre acte de reconnaissance conjointe anticipée comporte des erreurs, ne repayez pas, demandez une correction. Et donc en fait, on est dans des trucs où à un moment donné, c'est l'information, elle est tellement marginale, tellement la loi a été votée, et en fait, les notaires n'avaient pas la formation nécessaire. Ça n'a pas circulé suffisamment. Ni les états civils, ce qui fait que ça a provoqué plein de situations vraiment ubuesques. Et on doit notamment, moi je dois énormément aux associations homoparentales qui nous ont énormément aidés, qui ont donné des tableaux documentés. Ils ont décortiqué tout le truc pour faciliter le plus pour les familles. Ça, c'est important de le dire aussi, qu'il y a des associations quand même qui peuvent venir... Je peux les citer ? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, il y a 3 associations majeures. Il y a le collectif Famille, il y a l'association EAC, Enfants d'Arc-en-Ciel, l'association APGL, qui produisent, Association des parents gays et lesbiens, qui ont produit énormément de contenu et qui donnent des conseils gratuits, qui sont là pour soutenir toutes les parentalités, les couples gays, les couples avec des personnes trans, et qui sont là en fait pour vous aider en fait dans vos parcours et vous conseiller. Vous avez plein de ressources sur les sites internet qui sont très bien faits, des fiches explicatives sur le site EAC par exemple à télécharger, et des kits en fait qui vous permettent de faire valoir vos droits en fait face aux professionnels de santé, aux professionnels mais c'est super de fou, ces assos, et c'est un travail et c'est d'utilité publique, et donc si vous avez la possibilité aussi de faire des dons, c'est génial pour les personnes qui... On remettra le nom des assos pour que les personnes qui suivent le chat, je mettrai dans le chat, aient accès à ces ressources. D'ailleurs, faites-nous un peu un bisou là dans le chat. Je ne vois pas parler là, s'il vous plaît. Briser le capitalisme. Oui, on est là aussi pour briser le capitalisme. Qu'est-ce que tu veux, Ezoc ? Évidemment, mais n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à venir, je sais pas, à nous poser des questions. Nous sommes toutes les 3 très ravis de vous voir, de vous parler, et on parle de PMA qui n'est plus PMA mais qui est AMP. Aide médicale à la procréation. Aide médicale à la procréation. Oui. Je sais pas pourquoi ils ont changé le nom, mais bon, je sais pas non plus. Et pour tout dire, les sécos, en fait, tous ne s'appellent pas sécos. Il y a des centres de dons. D'accord. Donc, par exemple, à Nancy, c'est pas un sécos, c'est un centre de dons, parce qu'en fait, sécos, c'est une association loi 1901. D'accord. Et tous ne font pas partie de l'association. Ouais. Et si on peut peut-être juste revenir sur les sécos. Oui, bien sûr. Alors, depuis pas longtemps, en fait, les couples lesbiens ont le droit, et les personnes célibataires ont le droit d'accéder à la PMA en France. Et le principe, en fait, de la PMA en France, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que vous êtes en affection longue durée et vous avez donc vos médicaments, vos soins qui sont remboursés à 100%, et donc vous pouvez avoir recours à un donneur. Aujourd'hui, en France, il y a très peu de donneurs, donc que ce soit des donneuses d'ovocytes ou des donneurs de sperme. D'ailleurs, il y a plus de donneuses d'ovocytes que de donneurs de sperme.
Est-ce étonnant? Pas du tout. Non, je suis pas vraiment étonnée. Alors que, on le rappelle, hein, pour les donneuses, on manque de sperme. Alors que les le don de sperme, c'est quand même beaucoup plus facile et moins coûteux. Tellement. Oui, mais encore une fois, la sororité. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, le don d'ovocytes, c'est quand même, on passe quand même par une petite anesthésie générale. Hein, oui, c'est pas rien. C'est pas anodin quand même. Hein. Et donc, en fait, les couples lesbiens peuvent être reçus dans leur sécosa. On peut pas choisir le centre de don où on va. On doit aller au centre de don qui est le plus proche de son domicile. Il n'y a qu'en Île-de-France où on a le choix parce qu'il y en a beaucoup. Mais sinon, on va à celui qui est le plus proche de chez soi. Et quand on est reçu, généralement on est reçu par le médecin biologiste et il peut y avoir des longs délais. Et malheureusement en France, les délais sont très longs. Les délais sont dans une moyenne, j'ai pas les chiffres en tête, mais dernièrement, lorsque j'avais regardé, c'était autour de 2 ans. C'est extrêmement long. Pour avoir un don. Et après, il y a aussi toute l'attente que le don fonctionne, etc. Carrément. Et puis, j'ajouterais également que, en fait, moi, je suis une femme blanche. Et donc, en fait, les délais pour avoir du sperme blanc d'homme blanc est beaucoup plus rapide que lorsque, c'est une vraie problématique, en fait, on est racisé. Et du coup, en fait, on n'a pas forcément accès à ces typologies de gamètes parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneurs, il n'y a pas suffisamment de diversité dans les profils de donneurs. Et donc, ça joue aussi pour les couples hétérosexuels, parce qu'il y a cette volonté, en fait, dans les centres de dons, de donner des gamètes qui ressemblent, il y a ce qu'on appelle la notion d'appariement, qui ressemble au moins à l'un des parents, à l'un des 2 parents, s'il y en a 2, ou aux parents, s'il y en a un seul. Voilà, et donc pour le coup, moi j'ai été reçue au centre de don avant même la promulgation de la loi, que j'étais inscrite depuis bien longtemps avant le vote. Avant que le vote soit fait, On attendait ça avec impatience, et à l'époque, moi j'avais même été reçue par le cabinet d'Olivier Véran. Ah oui, c'est vrai? Oui, au ministère de la Justice avec ma femme. De la justice de la santé avec ma femme, et on avait témoigné de notre parcours et du fait qu'on venait juste d'être reçus au centre de don à Paris, en France. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, tu penses, dans ce parcours PMA? Je pense la conciliation de la vie, finalement, la vie quotidienne, avec un parcours médical compliqué et le travail. Franchement, ça a été très dur. Gérer en même temps les 2 aspects? Ouais, gérer ça, et puis après, parfois aussi la gestion avec les potes, émotionnelle. Enfin, moi, il y a eu des moments où, en particulier, je me suis sentie vieille sorcière, quoi, d'avoir ce désir d'enfant, et face à des amis hétérosexuels, je pense notamment à cette amie, je m'en veux aujourd'hui terriblement parce que en fait elle a traversé des épreuves terribles, et en fait je n'étais pas présente pour elle parce que je ne pouvais pas émotionnellement, et c'était une amie qui n'avait jamais voulu avoir d'enfant et qui en avait eu coup sur coup 3 durant la temporalité dans laquelle moi j'étais en parcours PMA, et en fait j'avais ce sentiment d'injustice, et donc je me suis tenue à distance parce que je ne pouvais plus, j'arrivais plus à gérer mes émotions, en fait, et il y avait des moments où j'appelais ma mère en larmes, et vraiment dans un truc de désespoir. Et puis à la fin, ma sœur est tombée enceinte 3 mois avant nous. Heureusement, on a eu un succès, mais ça a été très dur aussi. J'étais très heureuse pour ma sœur. Mais là, ça touchait encore plus à l'intime. Le premier petit enfant en plus. Et donc, c'est vrai que c'était un moment où elle a été super parce que elle a partagé ça avec moi en intimité. Vraiment, j'ai eu le test de grossesse et tout, par texto et tout. J'étais super contente et super heureuse pour elle. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, je me suis dit, en fait, elle a quasiment pas essayé, quoi. Enfin, je veux dire, ça a été tout de suite quasiment. Et du coup, c'est vrai que face à cette difficulté, face finalement à mon infertilité, parce qu'au final, les femmes lesbiennes peuvent aussi souffrir d'infertilité. Ça, c'est important de le dire. Donc, on reste des femmes, on peut être fertile, mais on peut aussi avoir des problèmes. Et ça a été notre cas. Et donc, en fait, je me sentais doublement, en fait. C'était des doubles contraintes, en fait. C'était finalement de faire face à des soucis d'infertilité quand déjà notre couple est infertile. Oui, ça rajoutait beaucoup d'épreuves, en fait, dans quelque chose qui s'est annoncé comme très compliqué, alors qu'autour de toi, tu voyais des femmes qui arrivaient comme ça, sans difficulté. Ça devait être émotionnellement... c'était franchement, on avait des gros moments de désespoir, et puis physiquement, enfin, je veux dire, ça reste
faut imaginer le délire. Hein. On se fait des piqûres qui doivent être avec des produits qui doivent être conservés au frais. Enfin, moi, j'ai déjà eu des cas où j'étais en déplacement professionnel à l'hôtel et que l'hôtel, c'était le Covid, et donc en fait, ils voulaient pas que j'utilise leur frigo pour conserver mes trucs et devoir aller conserver à la pharmacie, pas trop loin. Enfin bref. Pour pouvoir faire les piqûres ensuite, et faire les piqûres toute seule dans ma chambre d'hôtel. Et en plus, moi, j'avais peur des piqûres, donc en fait. Ah oui, en plus, à chaque tu piquais toute seule, ça devait être... non, parfois, ma femme me piquait, mon père m'a piqué aussi quelquefois. Mais c'était des trucs un peu compliqués, quoi. Éprouvant. Ouais. Et physiquement, moi, ça rend dingue, en fait. C'est des produits, on reste quand même sur la stimulation hormonale. Et en fait, moi, déjà, je suis un peu dingue avant d'avoir mes règles. Mais là, pour le coup, ça me rendait... Non, mais c'est-à-dire que vraiment, c'est des produits qui sont très forts. Du SPM++, quoi. Ouais. Ça provoque des trucs... t'as l'impression que t'as les seins qui sont énormes. Ouais. Tu t'es une boule de nerfs. J'avais des bouffées de chaleur. Et t'es gonflé de partout. T'as des ovocytes qui sont en train de produire des follicules, en veux-tu, en voilà. Et enfin, voilà. Et tu parlais tout à l'heure de la problématique professionnelle. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi le souci quand on est en parcours PMA sur le plan pro? Avant le vote de la loi, j'insiste sur ça parce que ça a changé aussi beaucoup de choses d'un point de vue social et au niveau de l'argent. C'est important de le dire. La loi PMA pour toutes, elle a permis aussi aux femmes qui sont en parcours de bénéficier d'une protection salariale. Aujourd'hui, une femme en parcours de PMA est protégée par son employeur par un article de loi qui est le même que celui que les femmes enceintes. Et donc, c'est complètement inconnu, ça. Ouais, c'est complètement inconnu, et ça, c'est un truc à faire valoir, en fait, valoir vos droits. C'est-à-dire une femme qui est en parcours PMA, par exemple, ne peut pas être licenciée. Techniquement, non. Donc, il vaut mieux qu'elle l'annonce quelque part à son employeur, mais c'est comme la grossesse, quoi. On est sur un truc intime, on est sur un truc où, et c'est encore pire, c'est même, je veux des enfants. Oui. Et j'en ai même pas encore. Donc en fait, on est sur un truc, c'est touchy, hein. Enfin, je veux dire, de dire ça, d'en parler à son employeur. Pour le coup, moi, j'en ai parlé. Mais en fait, c'est pas dans toutes les situations. Et puis en plus, dans le cadre où on est lesbienne, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Il y a cet enjeu de coming out au travail. Ça, c'est l'intime plus. Oui, on est dans un truc où... Et donc en fait, le conjoint ou la conjointe a le droit à 3 jours, 3 rendez-vous rémunérés. Donc on doit fournir le justificatif à son RH, elle s'est rémunérée. Et pour les femmes en parcours, alors encore une fois, la loi n'a pas été modifiée, c'est écrit pour les femmes en parcours. Mais ça veut dire quoi, femme en parcours? Est-ce que c'est la conjointe? Est-ce que c'est le couple? Il y a un petit flou, du coup. Il y a un petit flou, parce qu'on est encore dans une typologie hétérosexuelle du parcours dans les actes de loi. Et donc, la femme en parcours est protégée, et même la jurisprudence, finalement, de loi du travail, elle est en faveur et au bénéfice de la femme en parcours PMA. S'il y a un doute, en fait, ça va dans la faveur de la femme en parcours PMA. Et donc, vous êtes rémunéré pendant tous vos rendez-vous, quelle que soit la nature de vos rendez-vous. Et il y en a, hein. Ça veut dire qu'il y a les prises de sang, il y a les échographies. Et on ne perd pas d'argent. Pas d'argent, 100% rémunéré par l'employeur. Comme pendant la grossesse, en fait, pendant les rendez-vous. La même chose que pendant les rendez-vous. Et donc, votre employeur ne peut pas s'y opposer. Vous n'avez pas le droit, enfin, c'est obligatoire. Comme pour la grossesse. Je crois que la grossesse, c'est pas les 3 premiers mois. Il me semble que c'est au bout du 3e mois de grossesse que les rendez-vous sont pris en charge par rapport à vérifier. Il y a aussi une demi-heure de moins sur le temps de travail quand tu es enceinte. Je crois. Mais là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les aménagements de temps de travail, mais par contre, votre absence est justifiée, elle est autorisée, elle est rémunérée. Et elle est rémunérée. Ouais, complètement, à 100%. Et ben moi, pour le coup, j'ai pas eu à bénéficier beaucoup de ça parce que une grande partie de mon parcours PMA a eu lieu avant le vote de cette loi, avant la promulgation de cette loi. Mais juste sur mes derniers essais qui ont eu lieu en novembre 2021, eh bien, j'ai pu bénéficier, ça venait juste d'être promulgué, mais ça a été toute une bataille, parce qu'en fait, les articles de loi ne sont pas connus des RH, et donc vous êtes obligé d'aller toquer à la porte de votre RH. Non, ce n'est pas une absence, un congé sans solde. Vous devez me rémunérer. Et encore aujourd'hui, hein, moi je suis administratrice du groupe Facebook PMA pour toutes, qui est le groupe historique. Et encore aujourd'hui, on est en train on met des messages où on explique aux gens, mais en fait, dans le public, c'est très difficile d'avoir accès à ça. Plus que dans le privé? Ouais, parce qu'en fait, dans le public, vous avez la notion de service. Et donc votre supérieur hiérarchique peut vous dire, mais en fait il y a un besoin de service, en fait, je sais pas, si vous êtes un stit, d'être devant votre classe, il y a la notion de
continuité du service. Prime avant le... Ouais, mais souvent, d'ailleurs, dans la fonction publique, souvent, tout ce qui va être ces droits au congé pour des mariages, pour des trucs comme ça, sont très peu respectés. Oui. Voilà. Donc, c'est plus facile, paradoxalement, dans la fonction privée, d'avoir ces congés, d'avoir ces rendez-vous, en fait, qui sont PMA rémunérés. Moi, j'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé ça très dur de jongler aussi avec les échecs et toute la logistique de la prise de sang le matin avant la réunion de machin. Et du coup, ton planning, il est... Ta charge mentale. Ta charge mentale doit décupler. Ouais, puis nous, surtout, on partait à l'étranger. Donc, en fait, il y t'as avait les voyages, t'as l'organisation des voyages et tout ça. Donc, et puis le coût financier. C'est-à-dire que nous, pendant un moment, tous les mois, c'était 1 500 € qui partaient dans la PMA. Et au total... C'est énorme. On a dépensé... environ sur mon compte Instagram, j'ai un Excel parce que j'ai tenu un Excel de toutes les dépenses. Toutes les dépenses liées à environ entre 15 000 et 17 000 € de dépenses. Ouais. L'apport pour notre maison. Voilà. C'est une sacrée somme. Heureusement que maintenant, du coup, c'est gratuit en France. Oui, c'est gratuit, mais pour info, la plupart des couples aujourd'hui vont encore à l'étranger. Pourquoi ? À cause des délais très longs, justement, dans les sécos. À cause des délais, manque de sperme aussi. Mais pas que. En fait, aujourd'hui... franchement, je suis en faveur de la PMA en France et c'est pour ça que moi j'insistais tout à l'heure sur le fait que pour moi ce qui est le plus important dans cette loi c'est surtout la filiation parce que au final ça dépend des endroits mais on est reçu plus ou moins bien selon les endroits. Vous avez aussi des rendez-vous psy alors que dans d'autres parcours à l'étranger vous n'avez pas ces rendez-vous psy. Pour certaines personnes, c'est facile d'aller chez le psy et ça se passe très bien. Pour d'autres personnes, ça peut soulever des questions. La surmédicalisation aussi, le fait que ce soit souvent dans des pôles médicaux où en fait les médecins ont historiquement ils traitent ça comme une pathologie médicale. Alors en fait, dans la plupart des cas, l'AMP dans les couples lesbiens, en fait, il n'y a pas forcément de problème médical. Il n'y a pas forcément une infertilité derrière. Et donc en fait, c'est toutes les tu citais tout à l'heure tous les professionnels qui travaillent aujourd'hui dans les sécos. Bon tous ces professionnels là, ils ont des habitudes de travail avec des couples hétérosexuels et il faut qu'ils arrivent à aujourd'hui s'adapter. À s'adapter aux nouvelles typologies de couples qu'ils reçoivent ou de femmes qui reçoivent. Et c'est pas encore uniforme malheureusement sur tout le territoire et on a des témoignages de personnes qui sont très mal reçues. On est parfois dans une médecine un peu, on va dire, patriarcale avec de la grossophobie. En France, il y a énormément de grossophobie dans les parcours AMP où en fait, si vous n'avez pas la bonne IMC, on vous autorise pas à avoir recours à la PMA. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Après, il y a tout ce qui va être sur le régime du don en lui-même. Qu'est-ce que c'est le régime du don ? C'est finalement, est-ce que ce don, il est anonyme ou pas ? Et en fait, la loi PMA pour toutes avait fait passer également quelque chose de très nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les donneurs en France sont ce qu'on appelle des donneurs ouverts. C'est-à-dire que, on dit ouvert en France, mais en réalité, si on parle à l'international, c'est plutôt semi-anonyme. C'est-à-dire qu'en fait, ils seront ouverts aux enfants, à leur majorité. Oui. Donc en fait, en France, on parle d'ouvert, mais en réalité, les dons, les typologies de dons que vous avez sur les banques de sperme à l'étranger, cette manière de fonctionner, c'est du semi-anonyme. C'est-à-dire que c'est pour l'enfant à ses 18 ans. D'accord. Et donc, c'est pas connu des parents. Et vous pouvez avoir accès aux données identifiantes du donneur. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, les sécos... ont encore des gamètes anonymes, c'est ça ? Ouais, ont encore des gamètes anonymes. Et c'est pas les gamètes anonymes qui doivent partir en premier ? Judith Duportail nous en avait parlé. Elle était venue nous raconter aussi son parcours et elle nous avait dit que c'était aussi pour ça qu'elle avait fait une PMA... via une banque de sperme. Une banque de sperme, je connais très bien Judith. Voilà. C'est vrai ? Oui. Donc, elle nous avait expliqué tout ça. Bonjour Judith. Salut Judith. J'espère que ça va mieux la varicelle. J'ai vu ses stories ce matin, ça avait pas l'air d'être trop ça. On en a parlé, je lui ai dit que ça avait duré 1 semaine et demie pour mon petit. 2 semaines chez le mien. Voilà. Bonjour. Mais ouais, et du coup pour le coup, oui, en fait, ce sont des parcours aussi où on choisit pas son donneur.
Donc en fait, il y a ce truc de finalement c'est une équipe médicale, un pôle médical où il y a finalement assez peu de transparence. Hein. Vous allez avoir une commission qui va décider si oui ou non vous pouvez avoir recours et si oui ou non en fait un donneur vous sera attribué. Et sur quels critères c'est pas décidé. Il n'y a pas de transparence sur la typologie des critères. Et d'ailleurs moi-même je me suis questionnée sur ça et j'ai pas de réponse. Si quelqu'un a la réponse, je prends. Dites-nous dans le chat s'il vous plaît. Est-ce que ça constitue pas un problème d'un point de vue légal administratif parce qu'en fait on peut pas en fait déposer de recours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit non, est-ce qu'on peut déposer un recours au tribunal administratif? Je sais pas. En fait, est-ce que si vous nous écoutez dans le chat, ou une juriste, on peut avoir un retour, s'il vous plaît, si vous êtes juriste ou si vous avez été confronté à cette situation, est-ce que vous pouvez vous exprimer sur le sujet, c'est intriguant. Et je vais poser la question d'ailleurs au Festival des familles où il y aura des juristes, c'est le week-end prochain. Il y aura des juristes spécialisés. J'ai l'intention de poser cette question parce que j'ai eu un cas récemment sur les groupes Facebook que j'administre. Et on a beaucoup de questions. Et moi, j'essaye d'avoir une posture où je donne des informations quand même sourcées et vérifiées. Et j'ai renvoyé vers une association monoparentale, mais j'ai pas eu la réponse du coup. Donc ça m'intéresse. Peut-être, comme tu dis, au festival. Je rappelle justement que le Family Pride Festival se déroule la semaine prochaine, c'est ça, à la Cité Fertile, c'est le samedi 18 et dimanche 19. Ouais. Voilà, venez s'il vous plaît, on en parlera un peu plus à la fin de l'émission, je vous dirai ce qu'il y aura un petit peu là-bas, tout ça va être chouette. Mais ça peut être intéressant d'avoir la réponse. Parce qu'en fait il y a plein de trucs comme ça où en fait on est un peu dans des vides un peu juridiques comme ça et puis je pense qu'il y avait ce stigmate avant, c'est-à-dire qu'en fait avant les couples hétérosexuels qui avaient recours aux dons, il y avait ce truc où il fallait pas le dire à l'enfant et où c'était un peu en secret. Et d'ailleurs moi je suis allée au centre de dons de Thonon, il est en sous-sol. Donc vous rentrez dans on se planque un peu quoi. Il y a un côté. C'est glauque. Mais globalement, c'est en termes d'architecture, ça en dit beaucoup en fait sur la considération. Et donc moi, franchement, j'ai pas envie d'aller au sous-sol quoi. J'ai pas envie j'ai pas honte d'avoir recours aux dons. Mon enfant, il sait qu'il a un donneur déjà. C'était une de mes questions justement. Est-ce que tu en parles avec lui? Est-ce qu'il sait déjà? Il est tout petit. Il est tout petit, mais est-ce que tu parles d'autres mots par des lectures peut-être Oui, des lectures, ça oui, beaucoup. Mais oui, on lui en parle. Moi, depuis qu'il est tout petit, je lui dis qu'il était dans le ventre de son autre maman. Je lui montre le ventre où il était. Je lui explique que on a eu un super donneur qui a contribué à sa naissance, qu'on est super contente et qu'on l'attendait depuis très longtemps. Et je lui ai montré dernièrement des photos où je lui dis là c'est notre premier voyage, on est parti pour essayer de t'avoir, on n'a pas réussi. Voilà. Puis nous on a eu un parcours un peu chaotique parce qu'en plus de ça on a eu le confinement qui a fait qu'en fait on a dû trouver des mesures. Ça a été un gros souci aussi pour les personnes en parcours PMA, la fermeture des centres pendant les confinements. C'était l'enfer, c'est-à-dire qu'en fait l'impression que tous les efforts qu'on avait mis étaient en pause, et puis on savait pas aussi dans quel si ça allait pouvoir reprendre un jour aussi. Non, on n'avait aucune visu sur la suite. Et puis déjà quand tu es confronté à des problèmes de fertilité, de voir que tu perds des mois et des mois à cause d'une pandémie et qu'il n'y a aucune solution qui t'est proposée, ça doit être terrible quoi. Ça doit être très frustrant et niveau sentiment d'injustice. Je faisais des devis dans tous les pays et dès qu'il y avait un pays qui fermait ses frontières, je reprenais une autre clinique d'un autre pays qui était encore ouvert et en fait comme ça moi j'ai fait le tour de l'Europe dans ma tête au niveau des devis puis finalement tout a fermé. En fait au bout d'un moment on s'est posé la question on a tout envisagé en fait à un moment donné. On envisage d'avoir un don alors que il y a un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Sécos Sauvage. Enfin d'avoir recours à un ami ou à un don artisanal. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, ces méthodes de conception, via par exemple l'importation de gamètes, qui est illégale, mais l'importation de gamètes danoises, par exemple, sur le territoire français, via une banque de sperme danoise, ça, c'est des trucs qu'on envisage. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça rejoint la filiation. Aujourd'hui, le seul parcours qui vous permet d'avoir la filiation de votre enfant par la reconnaissance conjointe anticipée, c'est le fait de faire votre enfant soit dans un séco, soit dans une clinique à l'étranger. Vous devez avoir
finalement être dans un parcours légal d'un pays. Encadré médicalement. C'est-à-dire que si tu passes par un don, comment on appelle ça, un don sauvage? Non, alors moi je dis sécos sauvage parce qu'en fait c'est une réappropriation d'un terme qui finalement est péjoratif. Mais en gros, on parle de dons artisanaux. Artisanal. Et si tu passes par ça, du coup, il y a aucun moyen. Alors, il y aura l'adoption plénière. Ouais, l'adoption plénière de l'enfant de la conjointe. Alors ça, c'est encore une fois, l'adoption plénière de l'enfant de la conjointe, ça passe devant un tribunal. Et donc, pour pouvoir faire une adoption plénière, en fait, vous êtes tributaire du tribunal. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la jurisprudence était défavorable. La jurisprudence a changé, mais il y a eu notamment des tribunaux très réactifs, très réac, pardon, Versailles et Cahors, merci, qui ont fait des avis en disant que finalement, des jugements en disant que en fait, ça allait à l'encontre du droit de l'enfant, enfin plein de trucs comme ça, sûr, mais je suis pas une spécialiste, mais en gros. Voilà, ça tient sur une jurisprudence aujourd'hui qui est favorable. Et le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les méthodes illégales, en fait, ce sont désormais celles qui vont devant les tribunaux. En fait, concrètement, si vous allez devant le tribunal et que vous adoptez votre enfant dans le cadre de l'enfant de la conjointe, de la procédure de l'enfant de la conjointe, c'est que vous n'avez pas fait une PMA en France, en clinique, ou à l'étranger en clinique. Voilà, moi j'avais cette peur-là de me dire, mais en fait, est-ce que la jurisprudence va tomber? Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, les tribunaux accordent encore la filiation. Voilà, mais faudrait en parler avec des associations homoparents d'aide et de défense. Je pense qu'on va en parler justement au Family Pride quand on y sera aussi. On va pouvoir poser un peu des questions. Parce qu'en fait, ça fait peur, quoi. Enfin, c'est-à-dire et puis il y a ça, et puis il y a aussi les procédures. Les dossiers de procédure sont pas les mêmes partout. Vous avez, dans certains départements, dans certaines régions, vous avez une enquête policière avec des gendarmes ou des policiers qui viennent chez vous. Ah, mais l'angoisse. Mais oui, dans le cadre de la procédure d'adoption. En fait, c'est pas du tout... moi, je me souviens quand j'avais rencontré monsieur Olivier Véran au ministère, et il disait, oui, mais vous avez la procédure d'adoption pour les parcours illégaux. Oui, mais en fait, c'est hyper lourd, hyper humiliant, en fait, de se retrouver. Oui, bien sûr. Et intrusif. Vous avez un podcast magnifique qui raconte justement la visite. Faudrait que je me souviens plus, mais je vous redonnerai la référence, qui est géniale, qui raconte justement ça de L'autre mère, il s'appelle, sur Arte. Et ça raconte comment, à un moment donné, on est obligé d'aller au tribunal. Puis après, il y a une enquête, des policiers qui viennent chez vous pour regarder la chambre de l'enfant. Et avant, pour le dossier, ou alors que vous devez fournir des photographies pour prouver le lien d'attachement à votre enfant. Mais quelle angoisse. Et des témoignages écrits de tiers qui sont là pour témoigner du fait que vous vous considérez comme la mère de cet enfant. Mais c'est terrible. Voilà. Donc on en est quand même encore là. Et puis à l'échelle européenne, mais c'est pas un cas flagrant de discrimination, je sais pas, se pose cette d'imposer une procédure aussi lourde pour les adoptions plénières pour les couples. C'est un vrai sujet, et notamment la RCA aussi, qui en fait, qu'est-ce qui justifie qu'un couple marié, par exemple, de femmes, ne puisse pas aller reconnaître son enfant en mairie pendant la grossesse. Et vous rendez-vous compte, hein, moi je suis mariée avec ma femme, en fait on n'a pas de présomption de parentalité. C'est-à-dire qu'en fait, moi-même, quand je me suis mariée en 2019, alors même que le vote pour le mariage pour tous s'était passé depuis un petit moment, il n'y avait pas encore la PMA, mais l'officier d'état civil nous a lu le fait que le mariage organise la vie de famille. Donc en fait, il nous a lu un article de loi qui ne nous concernait pas du tout. Et en fait, c'était horrible. Enfin, comme cette petite phrase, notamment, ma sœur est juriste, doctorante en droit, et j'ai une partie de ma belle famille qui est dans ce milieu également. Ils ont crispé, et ça les a beaucoup crispés au moment de notre mariage, et parce qu'en fait, je leur avais fait remarquer avant le mariage, j'avais dit, vous allez voir, il va dire la phrase. Et on m'avait soutenu qu'il le dirait pas. Il l'a dit. Bien sûr, c'est une obligation. Et donc en fait, cette phrase de ça organise la famille, oui, mais enfin bon, comment faire quand on n'a pas accès finalement à la reconnaissance? Et même, je vais vous dire un truc, c'est tellement, pour les gens qui sont pas concernés, tellement ubuesque que ma propre sœur, qui est très engagée sur ce milieu-là, quand elle a eu son bébé, elle n'est pas mariée, son conjoint, son concubin, en fait, est allé déposer une reconnaissance de paternité en mairie durant la grossesse. Et elle m'a innocemment envoyé ce texto en me disant: tu vas le faire ? Point d'interrogation. Et en fait, je lui ai expliqué que je n'avais pas le droit
de reconnaître mon enfant durant la grossesse. Je ne peux pas aller, moi, en mairie, proactivement dire « je reconnais cet enfant ». Une reconnaissance anticipée, c'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Et même, je suis mariée, donc techniquement, si on suit la logique, le mariage devrait me donner finalement présomption de parentalité. Sinon, même ça contrevient finalement aux effets du mariage. Enfin, dans une idée de logique, si on tire le truc, si on tire le fil, en fait, ça veut dire que moi, je suis pas tenue à la fidélité dans le cadre de mon mariage. S'il n'y a pas de présomption de parentalité, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de fidélité. Enfin, on est même sur les trucs du fondement du mariage et tout. Parce que cette reconnaissance anticipée, ça ne concerne que les couples non mariés. Ouais. C'est bien ça. Non, la procédure anticipée, c'est que pour les couples non mariés. Pour les couples mariés, c'est et vous n'y avez pas le droit, alors que vous êtes un couple marié. Ouais, exactement. Et même, il y a même ça, mais c'est scandaleux. Il y a même un truc encore pire. C'est que, en fait, déjà, nous, on est la seule filiation qui est payante. Ouais. Et si vous allez, on a une filiation d'exception. Et si vous allez sur le site service public où vous retrouvez tout comment faire, vous avez un onglet pour tout le monde et vous avez un onglet pour les couples de femmes. Et donc la reconnaissance pour les couples de femmes, donc ça veut dire que si vous êtes, par exemple, vous avez fait une PMA à l'étranger, que vous n'avez pas suivi le parcours en France, que vous n'êtes pas informé par vous-même, que vous êtes enceinte aujourd'hui, dans un couple marié ou dans un couple en concubinage ou pacsé, eh bien, c'est trop tard. Il faut attendre, pour certains départements, les 6 mois de vie de l'enfant pour pouvoir déposer un dossier en adoption plénière. Et ça veut dire que durant cette temporalité, vous n'avez aucun droit. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez. Donc s'il y a un truc horrible qui arrive, tu n'as pas de droit sur l'enfant que tu ne peux pas aller à l'hôpital. Il y a eu des cas récents d'une maman qui a amené son enfant à l'hôpital, qui n'a pas été autorisée à donner une autorisation d'opération chirurgicale car elle n'était pas reconnue comme la mère. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Vous n'avez pas accès, par exemple, aux crèches d'entreprise. Non, mais il y a des vrais enjeux en fait d'argent, de psychosociaux, de crèche d'entreprise. Vous n'êtes pas reconnu mère, vous n'avez pas la crèche d'entreprise. Vous n'êtes pas reconnu mère, vous n'avez pas vos congés. Vous n'êtes pas reconnu mère, vous n'avez pas la prime de naissance de la mutuelle. Vous n'êtes c'est l'accès au CE pour les trucs machin, enfin peu importe. Et on est sur des trucs où on se rend pas compte à quel point en fait cet aspect légal est essentiel. Sinon c'est une totale exclusion de la société en fait. Ouais. Complètement. C'est une mise au banc complète, là. Donc, pour moi, on est vraiment... La RCA, c'est quelque chose qui est positif, mais c'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, moi, je milite vraiment pour une filiation ordinaire. Je pense que, le législateur avait pas envie de nous donner une filiation par le mariage. C'était ce qui était prévu dans la pensée de la loi mariage pour tous, c'est ça. Parce que notre livret de famille, moi qui m'a été donné en 2019, il y avait écrit épouse ou mère déjà sur mon livret de famille. D'accord. Alors même qu'on n'avait pas accès. Oui, donc c'était prévu. Bien sûr, c'était dans l'esprit de la loi. Et après, il y a eu des retours en arrière. Aussi parce que, et ça c'est peut-être positif, c'est-à-dire que ça ouvre aussi peut-être la voie. C'est la première fois qu'on a une filiation qui est basée sur, et ça c'est Irène Théry, la sociologue qui le dit, moi je suis assez opposée à ce qu'elle dit, mais pour des raisons pratiques, on voit bien que sur le terrain, c'est très beau sur le papier, mais sur le terrain ça fonctionne pas. C'est l'idée que en fait on a une filiation par la volonté. C'est très beau. Moi, effectivement, il y a ce merveilleux livre qui s'appelle Ma maman m'a porté dans mon cœur. Oui, effectivement, moi, je suis la maman qui a porté dans son cœur et j'ai une filiation de volonté par mon enfant. C'est dans ma tête, dans mes tripes même. Mais est-ce que ça aurait pas, mon enfant aurait pas été plus sécure dès sa conception et ça m'aurait pas enlevé plein d'épines du pied du fait simplement de me marier et d'avoir mon enfant. Il faut savoir que la filiation était faite automatiquement par le mariage. Et le pire dans tout ça, c'est qu'un couple hétérosexuel qui a recours au même don, parfois même le même donneur dans un centre de don, s'il est marié, il n'y a rien à faire pour eux. Ils ont juste pour avoir le don, ils ont juste à aller faire un acte authentique, mais ça coûte 75 € devant le notaire pour dire qu'ils acceptent un don et que l'enfant est reconnu comme le leur. Mais donc, à don égal, à situation égale, on a une... Et il n'y a pas possibilité, enfin, j'imagine, mais je sais pas, de recourir à la défenseur des droits, ce genre de choses, parce qu'il y a quand même une situation totale d'inégalité. J'en discute sur Instagram. Ouais. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que nos communautés, elles ont eu des moments difficiles. Enfin, je veux dire, le vote de la PMA pour toutes, c'est des années et des années. Moi, j'ai fait une vidéo en 2019 sur on a marre, on attend la PMA pour toutes.
Et finalement, on a eu la promulgation fin 2021. Nos communautés ont été abîmées. Enfin, déjà, nos communautés... C'est épuisé aussi. Oui, il y a un épuisement militant. En fait, le militantisme, c'est de l'argent, c'est du temps gratuit qu'on donne. Investissement émotionnel, physique. Et il y a aussi ce truc-là à un moment donné, en fait, faut quand même se dire qu'on s'est pris déjà le mariage pour tous en 2013. Moi, ça a été très violent. C'était le début de ma relation amoureuse. Et ça nous a quand même bien abîmés. Et malheureusement, on voit en fait quelque chose qui est en train de se reproduire sur les communautés trans actuellement. Et en fait, ça a contribué énormément à faire évoluer la société et à normaliser finalement les couples et tout ça. Et finalement, on est sur quelque chose de positif. Et c'est vrai que ces 10 dernières années, les choses ont énormément évolué. Mais par contre, le coût à payer, il y a un coût psychique, il y a un coût de fatigue en fait, militante. Quoi. Comme tu dis, un épuisement militant qui est... Peut-être qu'il y a besoin d'une nouvelle vague de militants aussi qui prennent leur lait. Et, Et il y a ce truc aussi peut-être de se dire, mais en fait, on avait tellement rien avant que en fait, pour ma génération, c'est incroyable en fait la RCA. Moi quand je suis sortie, je vais tout vous dire, mon fils il est né le soir à 22h. Et le lendemain matin, à 7h, ma femme a été toute seule à ma maternité. Moi, j'étais devant la mairie. Et, avec mon papa, parce que j'avais peur que ça se passe mal et d'être émotionnellement trop chargée. Oui. Et en fait, il y a ce truc aussi, à un moment donné, on a besoin des alliés aussi. C'est génial que tu aies pu avoir ton père avec toi pour aller à la mairie. Je trouve ça beau. Et on avait imprimé la circulaire et tout. On était prêts à se battre et finalement, ça a été... Ça s'est super bien passé. J'ai juste rappelé un point juridique. La personne ne souhaitait pas... L'officier d'état civil avait oublié qu'il fallait qu'il conserve l'acte authentique dans ce qu'on appelle le papier, en fait, le vrai papier du notaire, qu'il le conserve avec l'acte de naissance. Il me l'a rendu et je lui ai dit non, vous devez le conserver, sinon mon acte de naissance est caduc. Donc vous le conservez. Voilà. Mais ouais, j'avais relu, j'avais appelé les associations. T'avais préparé tout le truc. J'avais une valise administrative qui était prête, quoi. J'étais au taquet et j'avais prévu que si ça se passait mal, j'avais le numéro de téléphone de la présidente de l'association EAC et qui d'ailleurs faisait ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des permanences téléphoniques pour aider les parents sûr. Et la charge que ça représente pour vous, quoi. Et surtout au moment de la naissance, en fait, dans les hôpitaux, ils savaient pas, donc ils ont induit en erreur des milliers de couples, en fait. Moi, j'ai refusé l'état civil de mon. Enfin, j'ai refusé que ce soit l'officier d'état civil de l'hôpital, en fait, parce que je me suis dit dans les chambres. Je me suis dit en fait, une seule personne. C'est pas bien s'il y a besoin d'escalader en fait la problématique. Au moins, si on est en mairie, on peut avoir le chef de service, on peut avoir des personnes plus expérimentées et in situ avoir des personnes qui se dialoguent entre elles, font des recherches, ce qui n'est pas le cas en déplacement. Mais tout ça a été pensé. C'est-à-dire que moi, j'étais... T'as anticipé tout ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, même les liasses qu'on nous a données administratives finalement de témoignages de l'accouchement, il y avait nom du père, nom de la mère, tout était genré au masculin. Pendant la grossesse, moi, ça a été dur de trouver ma place dans ces parcours hyper hétéronormés, quoi. En tant que mère, mais mère qui n'a pas porté mon enfant, j'avais le sentiment parfois d'être rien, en fait. Est-ce que tu t'es sentie jugée par le personnel médical à la maternité? Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir un... Bon, d'abord, nous, on a cherché une super sage-femme qui était super. Donc là, tout le début du parcours, c'était super. Il s'est rien, je me suis jamais sentie jugée. Au contraire, elle demandait à ma femme, quand je pouvais pas être là aux échos, de faire des vidéos pour moi. Enfin, j'étais très incluse dans le parcours. Et non, il n'y avait pas de souci de cet ordre-là. Mais par contre, à l'hôpital, moi, ma femme a accouché dans un hôpital public et parce qu'on habite en campagne et que c'était le seul choix. Ouais. Et donc, à l'hôpital, avec les internes, j'ai trouvé que c'était difficile. Enfin, moi, il y a eu une scène qui était horrible. Enfin, moi, j'ai eu un moment où c'était une écho, un peu d'urgence en plus, où j'étais là et il se trouve que c'était un peu chiant. Tout le monde nous demandait et le sexe du bébé, machin. Et nous, on le savait depuis le début. Et en fait, on s'est rendu compte au fil de la grossesse que cette réponse n'appelait, à chaque fois qu'on donnait le sexe de l'enfant, ça n'appelait que des stéréotypes derrière. Ouais. Ça nous saoulait un peu. Et il se trouve qu'on avait un petit garçon. Et qu'on a toujours d'ailleurs. Et qu'on embrasse. Exactement. Et un peu petit, mais du coup, l'interne fait l'écho. Et là, elle demande le sexe. Et ma femme lui dit, parce que voilà, fatigue. Et elle dit, comme papa. Il fera du foot comme papa.
Et allez, un petit cliché. Et alors que c'est écrit dans le dossier, c'est-à-dire c'est super malaisant quand même. Nul. Mais c'est surtout qu'ils ont le dossier. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le dossier devant les yeux. Il y a marqué mère. J'avais tout bien rayé avec du blanco. Mais ils n'ont pas lu le dossier. Non, je pense que c'était peut-être à dessein qu'elle a dit ça, non ? Je sais pas. Alors après, il y a ce truc aussi dans les hôpitaux, il y a des personnes qui travaillent qui viennent d'autres cultures où c'est pas forcément évident, où il n'y a pas de couples homoparentaux en fait qui ont des enfants et où ils viennent faire leur internat en France et en fait culturellement ils sont un peu déphasés sur certaines choses et donc voilà mais dans la posture. Mais tout était noté dans le dossier. Enfin. C'était c'était violent, un peu. Et ma femme, elle a fait répéter, je me souviens, la phrase 2 fois, pardon. Et elle dit, mais il a pas de papa, mon fils. Hein. Et elle dit, c'est ma femme qui est là et c'est sa maman. Donc voilà. Et moi, j'étais un peu décontenancée par cette situation. Ouais. Ça m'a un peu. Ça a dû te perturber, oui. Mais par contre, depuis la naissance de mon fils, j'ai jamais eu rien, aucune remarque, juste des trucs un peu sur la ressemblance. Je trouve que quand je suis toute seule avec lui, tout le monde présume que je suis sa mère. Par contre, quand on est tous les 3 ensemble, on n'a pas de présomption d'être une famille. C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on n'est jamais reconnu comme famille dans l'espace public. Souvent, les gens scannent. Je constate mère, tante, enfant, ils n'ont pas le réflexe. C'est parce qu'il n'y a pas assez de représentation peut-être encore. C'est une nécessité, je pense. Merci à toutes les personnes qui présentent leur famille publiquement. Je pense à Marie-Clémence Bordeniquet, qui est vraiment une personne qui est publique sur ces sujets-là et qui contribue énormément à la normalisation et aux représentations de nos familles. Moi, je me sens pas les épaules pour le faire, quoi. Donc rien ne t'y oblige bien solide pour d'autres choses aussi. Tu peux pas. C'est un truc que j'ai envie de garder pour moi. Ça, vraiment, ma famille, j'ai envie de la garder pour moi. Tu peux pas être partout. Hein. Non, tu fais déjà beaucoup. C'est sûr. C'est une grande exposition mais je pense que oui, le manque de représentation de toutes les familles contribue à ça en fait. C'est qu'on n'a pas le réflexe quand on est habitué à voir que des couples hétéros, papa, maman, machin, à se dire. Ah oui, non, c'est pas la tante et la mère, en fait. C'est les 2 mamans et machin. Ouais. Et c'est un peu gênant, parfois. On se retrouve dans des situations où au départ, il s'adresse à moi, puis après, il change et il s'adresse à ma femme, ils savent plus. Puis finalement, on finit par dire oui, donc nous sommes ses mamans. Et l'ensemble. Et voilà, et on le fait aussi pour notre fils. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné... on veut pas que ce malaise s'installe devant lui en fait et que lui il en ressente une gêne plus tard Ça c'est vraiment le premier truc qu'on nous a dit quand on s'est lancé dans la parentalité, dans les assos homoparentales, c'était soyez out. Il faut être out, en fait, vous ne pourrez pas, si vous n'êtes pas out et confortable vous-même, bien dans vos baskets, finalement prendre parce que les enfants en fait c'est leur cadre de vie. Mon fils il a 2 mamans. D'ailleurs, il est allé la dernière fois à la crèche avec les cartes avec nos 2 prénoms. Il était très fier d'avoir ces 2 cartes avec les photos de ses 2 mamans. Et je veux qu'il ressente ce sentiment-là. Je veux qu'il se sente légitime partout où il va. T'as peur pour lui, pour la suite, sur qui pourrait entendre comme réflexion de la part des copains d'école, de ça, en grandissant, les enfants qui sont globalement pas sympas entre eux. Ça peut paraître angélique, mais pas du tout. T'as pas peur? C'est bien. Non, mais tant mieux. Pas du tout, parce que dans l'éducation qu'on est en train de bâtir, et c'est petit pas par petit pas avec ma femme, on est en train de l'empouvoirer aussi sur ces enjeux-là. Tu lui donnes des armes pour pouvoir répondre et faire... de la répartie, une capacité à prendre de la hauteur, à ramener à l'autre. Il est tout petit, hein. Donc on est plutôt sur toutes les familles, tous les modèles de famille existent. Et mon fils a la chance d'avoir un cousin qui a aussi 2 mamans, d'avoir des cousines qui ont des cousins et cousines qui ont ça une seule maman, pour lui aussi, et donc en fait il voit la représentation dont on parlait tout à l'heure où nous on parle du manque de représentation, lui en fait il baigne dans la représentation et c'est super. On a beaucoup de chance d'avoir ces typologies-là dans nos familles. Et donc, en fait, je lui dis les noms de ses cousins et je lui dis, on peut avoir un papa tout seul. Mes parents sont famille d'accueil. Donc, en fait, il y a des enfants qui sont pas élevés par leurs parents. Et ça, ils le voient, en fait. Donc, je pense que cette diversité-là, en fait, contribue à lui donner, je pense, les clés pour
se rendre compte que son modèle est différent, certes, mais bon, tout le monde... C'est une autre normalité, en fait. Voilà, c'est ça. Tout le monde a sa particularité. Ouais. Et voilà. C'est bien. Est-ce que justement, tout à l'heure tu parlais de Marie-Clémence, est-ce que tu as d'autres, pas modèles, mais il y a d'autres personnes qui t'inspirent dans ces parentalités queer ou différentes Ouais, il y a le conte Materguinité qui est vachement bien. Ouais. Materguinité, qui est super bien. Jeu de mots, il est top. Pourquoi Parce que c'est des représentations par des photos. En fait, elle poste des photos de famille queer. Et c'est super parce que on manque de modèles et d'images, de corpus en fait d'images. Et d'ailleurs, ça c'est un des enjeux technologiques, c'est-à-dire aujourd'hui quand vous tapez famille, voilà, ouais. On parle pas pour illustrer mes articles, c'est l'enfer. Il va falloir que tu lances le collectif SEO famille. SEO famille, c'est clair. Et c'est toujours cette image, peut-être même presque le logo de la manif pour tous, quoi, qui ressort à chaque fois. Et en fait, ça c'est voilà, on est à des réunions où moi j'ai travaillé pas mal aussi dans le secteur social et ouais, vraiment la famille c'est un papa, une maman, un enfant garçon et un enfant fille et la maison et le chien. Et si possible blond aux yeux bleus. Tout à fait. Et en fait ça c'est un vrai sujet. C'est-à-dire quand même qu'est-ce que c'est la famille, et surtout en plus on sait que ce modèle de famille nucléaire avec 2 enfants en fait c'est de plus en plus marginal. Ouais. Complètement. Et donc on continue en fait à donner ce modèle comme une espèce d'image d'Épinal. C'est toujours ce truc après-guerre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui restent historiquement de... ouais, tu sais, le truc de la famille, papa, maman, le garçon, la fille, qui sont bien dans leur maison avec la maman qui fait à manger, qui amène à table. Ouais, c'est ça, c'est cette image un peu... très patriarcale et très réactionnaire. Ouais, et ça reste, en fait. Ça reste alors qu'on a les preuves que c'est plus du tout le cas. Quand tu vois le nombre de mères célibataires en France, contrairement de nombre de familles avec papa, maman, machin, enfin, tu vois bien que c'est plus du tout dans les stats, mais ça... Je sais pas pourquoi ça reste autant dans l'image. Il y a un idéal, une forme de... Mais un idéal faux en plus. Mais c'est pour ça que moi je fais super attention par exemple à la littérature. Parce que de toute façon, mon enfant va être confronté à des littératures sur lesquelles je n'aurais pas eu d'œil. D'ailleurs, aujourd'hui, il va à la crèche, il va à la bibliothèque. Et donc, en fait, voilà, je tiens quand même à lui offrir les représentations et l'ouverture sur ça. Je pense que la curation, en fait, de contenu est super importante pour ça. Et il y avait quelqu'un qui disait, en fait, moi, je suis un conte d'une maman célibataire qui est lesbienne et qui m'inspire beaucoup parce que elle dit en fait moi je radicalise tout dans ma bibliothèque, j'ai que des trucs sur des représentations queer et tout ça parce que de toute façon en fait l'extérieur est déjà tellement normatif qu'en fait j'apporte juste la touche d'originalité qui manque à l'extérieur. Et ça m'a radicaux chez nous. Ça m'a bien fait rire, mais oui, il y a des bouquins. Il y a Ma maman est bizarre qui est vachement bien. C'est une maman tatouée. Ma maman est bizarre. J'adore. Les autrices sont géniales, illustratrices, j'adore. Voilà, c'est vraiment. Je les avais eu en interview il y a quelques années à la sortie du livre. C'est top, franchement, et je l'ai lu hier soir. C'est vrai, il est trop chouette. Le mien, il est dédicacé. Trop bien, trop la chance. Voilà, donc il y a plein de trucs sur lesquels en fait on peut déjà s'appuyer. Mais moi, depuis qu'il est tout petit, on regarde des livres, mais il a une cousine qui a un papa et une maman. Oui, il y a la pluri... j'ai pas le mot, mais... La pluralité. Merci Charlotte, soleil de ma vie. Merci de m'aider à finir mes phrases. Mais c'est vrai que par contre, on manque de modèles de parentalité. Moi, je me rends compte que, mais tout comme dans le couple, hein, quand on est lesbienne, quand on est en couple lesbienne et quand on est maman lesbienne, on n'a pas de représentation, notamment sur le partage des tâches, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait de nos carrières. Enfin, il y a ce l'argent truc, aussi. L'argent, ouais. Il y a ce truc. À un moment donné, moi, je me suis retrouvée confrontée à c'est quoi être mère, enfin je veux dire comment je voulais pas être mon père quoi. J'aime papa mais je voulais pas être mon père, je voulais pas être le tiers en fait. Je voulais être mère parce que je suis en partie intégrante, voilà. Et en même temps je suis aussi la maman qui n'a pas porté mon enfant, donc qu'est-ce que ça joue comme rapport, quelle fusion, quel truc. Et aujourd'hui, en fait, c'est vrai que dans notre rapport social à notre enfant,
on voit pas trop de différence avec ma femme sur il nous appelle uniformément. Enfin, il y a pas de truc et donc spécifique à l'une ou à l'autre. Et du coup, c'est vrai que c'est des trucs où il n'y a pas de préférence marquée, il n'y a pas de et on a un partage des tâches avec lui qui est assez fluide. Et donc en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de modèle en fait. Oui, mais vous faites votre propre modèle et oui, et du coup, on peut parler avec personne. On peut parler avec peu de gens vivent en fait la situation qu'on vit. Et donc, par exemple, tu peux moins glaner des conseils en fait. Moi, je ne peux pas trop me plaindre de ma meuf, quoi. Enfin, je veux dire, je peux pas dire, fais chier, elle s'occupe pas de lui, elle fait pas la lessive. Enfin, mais c'est vrai que cette question de répartition des tâches au sein du couple, la charge mentale et tout, c'est toujours envisagé sous le prisme du couple hétéro, parce que il y a aussi ce truc de l'homme qui n'en le patriarcat qui est là, voilà, toujours. Mais il faut pas exclure non plus les autres dynamiques, les autres familles, etc. Et c'est pas parce qu'on est un couple lesbien, j'imagine, que la répartition des tâches est parfaitement égalitaire. Non, il y a des conflits aussi. Le baby clash peut arriver aussi. Mais oui, bien sûr. Il y a des situations où l'argent, l'enjeu de qui s'arrête. Nous, on n'avait pas de mode de garde pendant 1 an. Donc en fait, la première année de vie de notre enfant, c'était hard. Et donc, en fait, on l'a gardé à la maison. Et donc, il y a tout ce truc de qui travaille, tu travailles. Ce truc de qui gagne le plus. Qui gagne le plus, comment on fait est-ce que c'est toi, pareil pour la prochaine grossesse, est-ce qu'on est qui gagne, moi ce truc de qui gagne le plus, parce que il y a un coût financier à la grossesse, et donc en fait il y a ce truc de qui va devoir s'arrêter, celle des deux qui gagne le moins va devoir s'arrêter, quoi. C'est ça, et c'est pas juste, parce qu'en plus c'est souvent celle qui l'a déjà fait, parce que du coup sa carrière n'a pas avancé. Et il y a plein de trucs comme ça. Et puis nous, on a déjà le coût de la PMA qui a fait que en fait nos carrières se sont pas développées autant. Moi, j'avais eu des opportunités. Je travaillais beaucoup au Brésil, et en fait à un moment donné, c'est plus possible. Quand on fait un parcours PMA, en fait, c'est pas possible en fait de partir travailler tous les 4 matins à Sao Paulo en fait. Et donc voilà, on a des trucs où ça s'arrête et on fait des choix. Mais c'est vrai que on manque. Moi, je trouve on manque de représentation et quelquefois, moi, j'aimerais bien. Ça doit être reposant d'être un peu dans un carcan. Quelquefois, j'aimerais. Parce que nous, on est censé. Il y a moins de choses à penser. Il y a moins de choses moins dans la lutte et dans la bataille. C'est dans un rôle. Tu corresponds à ce qu'on attend de toi, à ce qui a été préparé pour toi, ce qui est déjà prémoulé. C'est horrible de dire ça. J'ai l'impression. Mais moi, j'ai une fatigue un peu de réinventer. Je suis fatiguée d'inventer, en fait. Et c'est vrai que il y a des fois où on est les enfants d'un couple hétéro. Enfin, je veux dire, ma femme a été élevée par un couple hétéro classique marié, moi aussi, pas mariée. et du coup, c'est vrai que les dynamiques, on a vu nos mères qui se sont beaucoup occupées de nous. Même si moi, mon père était très investi par rapport aux autres pères, il n'empêche que il bossait comme un dingue et que ma maman était prof et que donc en fait toutes les vacances c'était ma maman et machin. Et il y a ce truc de ma femme, elle avait une maman au foyer. Et en fait, comment on reproduit ça ? Comment on fait face à ces dynamiques où on a envie toutes les deux d'être très proches de notre enfant qu'on a beaucoup désiré ? Et en même temps, il y a le motif impérieux de gagner de l'argent, quoi. D'où l'importance. Mais en même temps, pas sacrifier aussi sa carrière et son espace, sa chambre à soi, là, pour... Oui, et puis après, il y a se dire, est-ce que c'est ce que je désire ? Est-ce que... donc, tu remets beaucoup en question et... Ouais, est-ce que j'ai envie d'être présente pour mon enfant parce que c'est ce que j'ai eu, ou est-ce que ça correspond à mon désir ? En même temps, je suis carriériste. Mais ça, je pense que ça reste les grandes interrogations de tous les parents, en fait, de ce côté jongler entre vie professionnelle, vie personnelle avec les enfants, comment tu jongles, comme machin. Sauf que là, en plus, vous n'avez pas de représentation d'exemples sur lesquels vous appuyez, et ça doit être... j'imagine que tu dois parfois avoir l'impression d'être au pied d'une montagne et de voir le truc et dire, OK, comment on fait, quoi. Ouais, et puis souvent dans la maternité, on parle de la grossesse. Et par exemple, moi j'adore Bliss Podcast et j'étais allée au Grand Rex. Moi aussi. C'était trop chouette. Mais c'est vrai que il y avait une partie où effectivement il y avait de l'inclusivité, mais c'est vrai que c'était vachement centré sur la grossesse. Et il y a des moments où moi, en fait, je l'ai pas vécu, en fait, la grossesse. J'étais très présente, j'étais là, mais j'ai pas vécu de grossesse. Et quelquefois, je me sens dans le discours peut-être un peu moins mère, du fait parce que tu n'as pas porté. Ouais, pas auprès de mon enfant, parce que mon enfant c'est mon enfant, mais dans
le regard des autres ou la façon dont ce qu'ils te renvoient. Ou dans les histoires, finalement, dans les histoires qui se racontent. Mais ça, c'est un peu des trucs que je retrouve, et ça, pour le coup, avec des personnes qui ont adopté leur enfant. Ouais. Des femmes, qu'elles soient hétérosexuelles ou non, qui ont adopté leur enfant et qui, en fait, dans l'imaginaire de la maternité, il y a cette idée de portage, de l'avoir dans le ventre, de sentir. Et c'est pour ça que le livre Ma maman m'a porté dans mon cœur était super important pour moi. Parce que, et je le lis souvent avec mon fils, il aime beaucoup, d'avoir une représentation de la maternité alternative, finalement. C'est une autre manière de porter son enfant, conceptuelle. J'enchaîne avec une de nos dernières questions. Justement, tu vois, on parle des représentations des familles, tout ça, et le 18 et le 19 mai prochain, on vous en parlait. Toi, tu participes au Family Pride Festival, dont Mademoiselle est partenaire. Je le dis quand même, c'est pas mal. Est-ce que c'est important pour toi que de tels événements existent, et quel va y être ton rôle C'est essentiel. Moi, j'ai adoré l'édition l'année dernière. Je me suis jamais sentie aussi bien dans un environnement. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, en sortant... T'étais à la maison, quoi. En sortant Mais en plus, je connaissais tout. Je croisais plein de gens que je connaissais, tout ça. Et ma petite sœur est venue avec son mec. On a bu des verres. C'était sympa. Et puis, toutes ces personnes qu'on connaît... Parce que j'arrive à créer mon village numérique. J'aime beaucoup ce village numérique, mais il remplace pas le réel. Et en fait, c'était génial d'avoir ce lieu où finalement tous les visages qu'on connaît de manière numérique s'incarnent et on peut les voir et on peut se parler et on peut et on se rend compte qu'on est nombreux et nombreuses et que on fait famille aussi. Autrement. Mais Et c'était super. Franchement, c'était incroyable. Il y avait des dédicaces. Moi à l'époque, mon bébé était tout petit, donc j'y suis allée toute seule. Et avec l'idée de me dire l'année prochaine, j'irai avec ma femme et mon bébé. Et cette année, on y va. C'est chouette ça. Cette année, on y va en famille et on a pour projet justement de rencontrer d'autres amis, des amis numériques qu'on a rencontrés via les réseaux sociaux et notamment, je pense à ce couple de mamans, Margot, qui est enceinte enfin et voilà, et on va voir son gros ventre c'est trop bien. Après des années de PMA, des parcours et pareil, notre groupe de parole qu'on a depuis plusieurs années, on s'est envoyé des messages pour se dire est-ce qu'on se retrouve. Donc c'est les grandes retrouvailles. Ouais, il y a tout ce truc-là et puis on se sent, tous les enjeux sont représentés et c'est un espace de dialogue. C'est un espace de dialogue, un espace inclusif, un espace. Moi, je me souviens y être restée, d'avoir fait la fermeture l'année dernière. Est-ce que tu pourras faire la fermeture cette année avec ton petit garçon ? Je sais pas si je pourrais faire la fermeture. Et puis, je n'y vais qu'un seul jour, j'y vais que le dimanche. Mais c'était c'est des moments qui sont précieux. Parce que c'est rare, finalement, d'être en majorité dans un espace. On va se retrouver d'un seul coup, toutes nos familles, aussi diverses soient-elles, en majorité. C'est énorme. Et ça fait plaisir. Ça, c'est génial. Et puis voilà, toutes ces histoires de bonheur. Et à toutes les personnes qui sont encore en parcours aussi, qui sont légitimes, qui ne sont pas encore parents et qui se projettent dans l'idée d'être parents, vous êtes aussi légitimes pour venir. Vous êtes déjà des familles. Et ça, c'est un message qui est super important. Les espaces de dialogue autour de la parentalité quand on est en projet. Moi, je me souviens que c'était douloureux pour moi d'écouter. J'étais très intéressée par ces enjeux-là et ces sujets, mais c'était douloureux parce que je les trouvais peu inclusifs face aux personnes en projet. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Vous êtes déjà des parents. Le fait d'être dans l'idée dans le projet, en fait, vous êtes déjà des parents. Et je me rends compte que tout ce dont on a déjà discuté pendant la PMA avec ma femme, aujourd'hui, c'était très long, notre parcours PMA, mais en fait, ça nous a sauvé du temps. Parce qu'aujourd'hui, dans notre parentalité, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus... Tout est réfléchi. On avait posé beaucoup de jalons durant ce parcours douloureux. Et donc, c'est tout le travail que vous faites maintenant, tout ce que vous glanez comme info, etc., c'est bénéfique pour le jour où... prix pour la suite. Et vous deviendrez parents si vous le souhaitez, et je vous le souhaite si c'est votre désir. Vraiment, je sais ce que c'est de ne pas réussir. Ouais. C'est un désir qui paralyse tout, et surtout les personnes qui vous disent profite, tu vas pas dormir, taisez-vous quoi. C'est clair. Taisez-vous, on peut pas profiter quand on est frustré.
Non. Et puis surtout, c'est ridicule. C'est nul. Mais après, c'est des enfants, tu vas pas dormir. Et puis après, il va être malade. Puis après, il fait ses dents. Bah ouais, mais en fait, ceux qui veulent, les enfants, ils attendent ce genre de choses. C'est pas la peine de non, garder. Est-ce que l'idée générale, c'est pas garder vos réflections de base, de manière générale, sur les personnes qui sont en parcours PMA, moi, j'ai vraiment un conseil pour les proches, pour les familles, pour les amis. Ne parler de PMA avec ces personnes-là que lorsque c'est ces personnes qui sont en parcours qui initient le dialogue. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de faire un update des situations tous les mois quand on a ses règles et nombre de piqûres, et qu'en fait, ça n'a pas encore marché ce mois-ci, que ça n'a pas encore marché, qu'on a nos règles et qu'on pleure. Et puis en plus de ça, on a notre SPM, machin, en plus du malheur qu'on ressent. Et donc, vraiment, le truc à faire, c'est être l'oreille attentive quand il y a besoin, quand le sujet est abordé, et être l'ami qui divertit, qui offre d'autres alternatives, une ouverture sur autre chose, quand la personne n'a pas envie d'en parler ou n'initie pas le dialogue. Moi, de mon côté, je peux vous surconseiller, méga conseiller d'aller écouter Sophie Rich et son podcast Attendre d'attendre un enfant. Sophie qu'on aime et qu'on adore et qui est une ancienne de Mademoiselle et qu'on embrasse très fort, et son podcast est génial. Je peux que vous le conseiller. Si vous êtes des proches de personnes qui sont en attente d'un parcours PMA, qui essayent machin truc, vous posez des questions, comment ça marche, vous n'osez pas forcément poser ces questions, allez écouter ce podcast qui est intime, drôle et extrêmement touchant et qui peut donner plein de réponses. Et voilà, je le surconseille. Et un autre message pour les personnes qui ne connaissent pas non plus les parcours PMA dans les couples lesbiens, il y a des questions en fait il faut pas poser. Enfin, je veux dire, par exemple, les modalités de conception. Moi, j'ai eu au travail une personne qui m'a demandé comment j'avais fait mon enfant, qui était mon donneur de sperme, etc. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, il veut pas une hypothèque sur la maison aussi, c'est hyper gênant de demander si le donneur était ouvert, fermé, machin. Ouais. Et en fait, mais c'est intime. On est sur des trucs intimes. Et non seulement, moi, je vais vous dire un truc, je ne dévoile pas le régime de don du donneur de mon enfant. C'est une information qui lui appartient. Oui, c'est ça. Ça ne regarde que lui. À lui. Et pareil, si j'ai des éléments, ils ne lui appartiennent qu'à lui. Et même les membres de ma famille, mes parents, mes sœurs, ne connaissent pas les informations relatives. Oui. C'est pour mon enfant, c'est à mon enfant, je les lui conserve pour lui. Voilà. C'est bien. Ouais. Et donc, c'est un truc de couple, c'est entre nous, c'est une décision qu'on a prise. Et ça, c'est... Et voilà, et en fait, on se retrouve, c'est vrai, avec de la curiosité, un peu, d'un seul coup, en fait, parce que, en fait, on a une manière de faire des enfants qui est atypique. En fait, on a des questions qui sont intrusives. Et cette intrusivité, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas souhaitée, elle n'est pas souhaitable. Et on peut, en fait, simplement juste considérer que notre enfant a été conçu dans le cadre de notre couple. Et ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est notre donneur. Et je trouve ça incroyable que les gens... et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Mais c'est comme quand on est enceinte, en vrai. Ou quand on a accouché, alors tu as eu une épisio. Enfin, mais est-ce que ça te regarde? C'était un accident? C'était volontaire? Il était volontaire, ce bébé? Touche ton cul, s'il te plaît. Il y a effectivement, d'un seul coup, en fait, moi, j'ai constaté ça aussi, quand ma femme était enceinte. Il y a eu des gens qui ont dit... Ah, c'est une fille ou c'est un garçon? Et puis après, si c'est un garçon, le papa va être content. Souvent, au supermarché, quoi. Et là, ma femme, elle a dit, il a pas de père. Le mec est parti. C'était ça doit être un peu jouissif de choquer les gens quand même des fois. À la fin, quand on en a marre, c'est bon, quoi. Faut leur apprendre un peu la vie. Mais je pense que il y a un truc de tu deviens le bien public. Oui. Soudainement. Mais de toute façon, la femme enceinte tombe dans le domaine public. C'est tout le temps. On touche le ventre, machin. Il y a aucun souci. On te demande aussi combien de kilos t'as pris. Exactement. Et puis c'est con, mais. T'es enceinte de combien? En fait, c'est pour savoir quoi, tu vois, à quel moment t'as niqué avant, enfin, comment ça se passe, tu vois, c'est hyper perso, en fait, tu vois. Faut savoir quoi, dans quelle position c'était aussi, enfin. Mais moi, j'ai découvert quand même un milieu médical qui est quand même vachement patriarcal, parce que, par exemple, nous, on connaît exactement la date de conception, même l'heure de notre enfant. Et en fait, le médecin, quand il fait son écho, qui fait le calcul... il recalculait, il disait non, c'est pas ça. Il disait c'est pas ça. Et c'est une PMA. Bah écoute, chaton, donc en fait, c'est pas possible. Enfin, votre calcul est faux. Enfin, je veux dire, j'étais là. Génial. Et donc... non, c'est les autres qui ont tort. Et donc, il y a ce truc un peu de... j'ai trouvé dans la manière
Jean-Michel, 57 ans, quoi. Ah, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a un côté un peu, je trouve un peu quand même, dans le médical. Et c'est ça qui m'a rebuté. Pour info, mon enfant n'a pas été conçu via une PMA en France. Et donc, en fait, nous, on a abandonné le parcours en France pour cette raison-là. Parce qu'on trouvait que le rapport de la médecine française au corps était encore trop patriarcal. Ah oui. On trouvait on est tombé sur une équipe contrastée, avec des personnes géniales, notamment notre médecin biologiste qui était incroyable, mais une psy qui était pas top, qui était pas du tout formée aux enjeux relatifs aux couples lesbiens, et qui, par exemple, vous dire qu'en fait, on a calqué la MP sur les moyens hétérosexuels, et genre, par exemple, à dire, aujourd'hui, en fait, la MP, c'est un dossier par mère qui porte. Et il se pose le problème de qu'est-ce qu'on fait des embryons aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez la méthode, ce qu'on appelle la méthode ROPA, qui est interdite, qui est une méthode un peu médicale. C'est prendre l'ovocyte d'une femme, le féconder à l'extérieur via une fécondation in vitro et l'implanter dans la deuxième maman, pas celle qui est donneuse d'ovocytes. Et donc, on a ce qu'on appelle la méthode de don réciproque dans le couple. Ça, c'est interdit en France. Une interprétation, encore une fois, des sécos. C'est pas légalement interdit. C'est la biomédecine l'agence de biomédecine qui l'interdit. Et donc, en fait, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on signe un consentement dans le couple en disant, bah voilà, en fait, on fait nos embryons. Et si on se sépare, en fait, ces embryons ne peuvent pas être utilisés par l'une ou par l'autre. Sauf que, en fait, si on fait des embryons dans le cadre d'un couple, si ces embryons sont préexistants, ça doit toujours être la donneuse d'ovocytes qui doit porter ces embryons. Vous ne pouvez pas utiliser les embryons qui sont déjà créés avec si vous n'êtes pas la donneuse, en fait. C'est-à-dire, ce sont les embryons du couple, mais pas trop. D'accord. Et donc, en fait, ils considèrent sur le papier que ce sont les embryons du couple, mais il ne peut pas y avoir de don intra-couple. Et donc, on doit refaire une FIV, un parcours de FIV de zéro, même si on a des embryons congelés. Depuis le départ. Mais c'est scandaleux. Voilà, mais c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, la loi a été faite. Il y a eu des évolutions, il y a eu des choses. Il y a beaucoup d'impensés. Il y a eu beaucoup d'impensés. Mais je pense que peut-être qu'ils n'ont. Oh, excuse-moi, je t'en prie. Peut-être que les bonnes personnes n'ont pas été aussi contactées dans le cadre de l'élaboration de la loi. Ouais, c'est ça en fait. Ils se sont peut-être pas basés sur les bons conseils en fait, ou sur les. Encore une fois, ils sont tellement déconnectés de la réalité. Moi, j'ai beaucoup écouté les débats, et notamment ce truc d'aller chez le notaire. En fait, c'est un cadeau qui est fait au notaire. Hein. Enfin, je veux dire, le fait d'aller au notaire, ça a été explicitement. Que pense le notaire ? C'est le lobby des notaires qui a frappé. Il y a un petit côté comme ça. Ouais, les notaires sont contents, ça leur fait une autre clientèle, une autre. Voilà, ça ouvre parce qu'en fait, on sait que quand on va chez un notaire une fois, après, ça devient le nôtre. Voilà. Après, ça leur apporte pas tant que ça en termes d'argent, parce qu'ils sont taxés dessus. Mais bon, voilà. Et mais ce truc des impensés, des dynamiques de couple. Moi, par exemple, c'était de dire, on a rencontré une médecin, une psy, qui nous a dit, mais généralement, dans les couples de femmes, c'est toujours une qui porte l'enfant. Sous-entendu, l'autre n'a pas vraiment de désir. En fait, il y a cette fameuse idée que dans un couple lesbien, il y a cette dynamique de l'une serait plus masculine et l'autre plus féminine, et que donc la mère qui est plus féminine va être la mère qui porte l'enfant. Et donc ça, c'est un stéréotype. Ça arrive, effectivement. Alors nous, on parle de botch et de femme, mais voilà, c'est les termes qu'on emploie. Mais ça arrive, ça existe, c'est une des réalités, mais en fait, c'est pas la réalité. Mais non, c'est pas 100% des couples de lesbiennes qui fonctionnent dans cette dynamique. Il y a des couples de femmes où l'une porte un enfant, l'autre porte le deuxième. Il y a voilà. Et ces dynamiques-là sont totalement méconnues. Et nous, c'est pour ça principalement qu'on a décidé de ne pas poursuivre nos parcours en France, parce qu'on se sentait pas écouté dans notre diversité, en fait, dans notre. Et après, il y a plein de femmes qui ont recours à la MP en France, et très bien, et ça se passe très bien, et ça s'est passé très bien pour elles, mais et tant mieux. Mais c'est vrai que dans ces trucs, de ces dynamiques-là du deuxième enfant, qu'est-ce qu'on fait des embryons qui sont congelés ?
qu'est-ce qu'on fait si la première maman, par exemple, ne peut plus porter d'enfant médicalement? Oui, imaginons, elle a eu un accouchement compliqué sur la première grossesse, je sais pas moi. Mais ça, vous vous rendez compte que voilà, ce sont des impensés. Et donc voilà, le législateur n'a pas légiféré sur ça. Peut-être qu'il a vraiment soit été mal conseillé, soit il n'a pas pensé aux toutes éventualités. Mais déjà, le fait d'avoir corrélé, et moi c'est ça qui vraiment me révolte, c'est la corrélation à une technique médicale d'une filiation. Oui. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est-à-dire qu'en fait, les lesbiennes ne peuvent pas avoir d'enfants autrement que par procréation médicalement assistée. Pourquoi? Bah oui. Parce que, en fait, il y a cette présomption de paternité qui prévaut. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, philosophiquement, on laisse la place hypothétique d'un homme qui pourrait venir reconnaître un enfant. Et ça prévaut même sur le mariage des couples lesbiens. Ça, c'est énorme. On laisse un vide, une place qui pourrait être prise par un homme parce que c'est la place hypothétique. En fait, les femmes lesbiennes pourraient très bien... C'est l'idée de faire un enfant dans le dos, en fait, à un homme. Et que donc, dans cette hypothèse-là, parce que majoritairement, les gens qui votent des lois sont des hommes, et ben il y a ce truc de... on a laissé la place, le siège vide. Et que s'il y en a un qui se ramène, il aura la place en priorité, quoi. Exactement. Et c'est cette idée-là qui prévaut. Et c'était déjà le cas et c'est pour ça que les procédures d'adoption plénière sont aussi longues, pour laisser la place, à un éventuel géniteur de venir réclamer son dû, en fait. Et donc c'est ça. Et dans l'idéologie, comme je vous dis, il n'y a pas idéologiquement, dans l'idée du législateur, de fidélité dans le cadre du mariage des lesbiennes. Oui, ça c'est assez énorme. C'est encore... Enfin, on a beau faire des avancées, c'est encore pétri de modèles patriarcaux où l'homme planqué un peu sournoisement. Mais comme le Pacs, en fait, avant c'était planqué, c'était un truc pour les homos, ça se passait au tribunal de grande instance, c'était horrible comme procédure. C'était glauque à souhait. Et en fait, on se rend compte qu'il a fallu 10 ans pour que ça arrive dans les mairies, que ce soit gratuit, parce qu'en fait, finalement, ça a été réapproprié par les couples hétéros. Et au final, il y a eu beaucoup plus d'hétéros paxés que de couples homo. Perpétuelle. Mais c'est une forme de discrimination, et en même temps, c'est une avancée. Donc en fait, c'est compliqué pour les concernés d'être dans une posture... Moi, j'ai l'impression parfois de cracher dans la soupe. Mais en même temps, on te donne des pics... Enfin, voilà, on te donne des miettes, on te donne toujours moins que les couples hétéros, quand même. Dans tous les cas, ça reste quand même une discrimination. Et c'est pas à cracher dans la soupe que de vouloir avoir une totale égalité, en fait. Mais c'est juste que je comprends que toi et d'autres qui ont lutté depuis toutes ces années soient épuisés et de devoir... Et puis on veut vivre nos vies à un moment donné. En fait, moi, j'ai envie de profiter. Je suis arrivée à un âge où, en fait, pareil, il faut que je gagne ma croûte aussi, il faut que je travaille. Et donc, en fait, le militantisme, ça prend du temps. De l'énergie. C'est la raison pour laquelle mon asso SEO lesbienne, elle est en sommeil, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a le principe de réalité une PMA, ça coûte cher, 2 PMA, ça coûte encore plus cher. Et à un moment donné, on veut démarrer notre vie, parce qu'en fait, on mérite aussi d'avoir cette petite bulle, et on peut pas toujours être dans le militantisme. Et dans la lutte. Et c'est pour ça que la nouvelle génération, il faut que ça y aille aussi, que ça continue. Et ce que tu disais sur les alliés aussi, que les personnes qui ne sont pas forcément concernées se réapproprient aussi. Parce que en fait, vous avez les alliés ont beaucoup plus de pouvoir que nous. Pourquoi ? C'est très simple. C'est qu'en fait, les concernés, quand ils sont sur un plateau et qu'ils ont des opposants face à eux, ils ont des opposants face à eux, face à leurs enfants, face à leur vie, face à leurs droits et leurs devoirs. Alors qu'un allié, en fait, il est d'égal à égal puisqu'il ne parle que d'idéologie. Mais on peut avoir une posture. Moi, quand je vous parle de ma famille, je vous parle de ma famille. Quand je vous parle de la filiation, de la PMA, je vous parle de la possibilité ou non d'avoir un enfant, la possibilité ou non de pouvoir le conduire à l'hôpital. Et ça s'incarne véritablement dans ma vie réelle. Je suis pas en train d'avoir une posture idéologique. Non. Ou d'instrumentaliser. C'est dans la réalité. Ouais, c'est ma réalité. Et ça me rend malheureusement plus faible, t'es plus vulnérable pour débattre, parce que je peux pas être dans l'idéologie. Et on l'a vu aujourd'hui politiquement, les LGBT, les familles LGBT sont instrumentalisées à des fins de discours politiques. Nos droits sont mis à l'échelle européenne notamment, sont mis en balance pour faire un exemple de radicalité. C'est ce qui s'est passé en Italie, où à peine élue, Meloni, la ministre italienne, a fait supprimer des états civils, les mères qui n'ont pas porté leur enfant. Et ça, c'est un vrai sujet.
Mais c'est très inquiétant surtout parce qu'en fait, nous, en fait, c'est la réalité, c'est nos familles, en fait. C'est-à-dire que ce danger-là, on le perçoit vraiment. Et moi, je sais pas si vous avez déjà vécu ce truc-là, mais moi, j'ai déjà vécu avec mes belles-sœurs, qui sont également en couple homoparental, de se retrouver à se dire, mais où on va si ça tourne au vinaigre en France? Qu'est-ce qu'on fait? Cette espèce de situation un peu ubuesque où on est en train de se dire, mais en fait, on continue à élever nos enfants. Et régulièrement, moi, avec ma femme, on est en train d'élaborer un plan, quoi. Parce un plan B d'escape. En fait, où aller vivre, comment faire pour continuer à être reconnu comme mère de notre enfant, s'il y a une bascule de l'opinion publique. Parce que au final, ça on le voit, on l'a vu en Bulgarie, on la voit en Italie, c'est très proche de nous. L'Italie, c'est très proche, et en fait, on sent le vent. Les idées portées par Jordan Bardella sont également des idées qui sont malheureusement qui contreviennent à nos droits, et on est surtout instrumentalisé. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en foutent. En vrai, je veux dire, c'est pas le fait d'avoir des familles homoparentales. C'est simplement que ça fait parler. C'est terrible. En fait, on est des objets. On est des objets. Nos droits, les droits de nos enfants sont objets de débats, tout comme ça l'a été pour le mariage pour tous. Oui. Nos vies étaient débattues sur des plateaux télé. Enfin, c'est un délire quand même en termes de... Oui, c'est comme l'est aussi en ce moment le débat sur les enfants transgenres, quoi. Voilà, c'est le même délire. On est dans la même chose. C'est la même chose. Malheureusement, je pense que nos sociétés ont besoin de ça pour faire avancer les droits. Mais pour moi, là, le confronter l'opinion publique. Mais c'est terrible. Mais c'est des moments qui sont terribles et je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu sur le mariage pour tous. Et j'ai tout mon soutien à la communauté trans qui subit. Qui se prend des trucs de plein fouet. Et merci aux personnes qui se sont mobilisées dernièrement pour montrer qu'il y a de la mobilisation et qu'on ne laissera pas les choses tourner trop au vinaigre trop longtemps. Mais vraiment, moi, je pense qu'on est face à un espèce de prisme où d'un seul coup, là, en fait, il y a deux possibilités. Soit notre société, elle évolue, soit notre société, elle évolue, soit, en fait, on va vers des modèles à la texane, où on va vers une instrumentalisation des communautés LGBT à des fins de communication politique. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que en fait, on a plein de modèles autour de nous, plein d'indicateurs, plein de signaux faibles qui laissent à penser que c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est ce qui est en train, dans la radicalisation, dans ce qu'on rejette comme wokisme. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ça se cristallise autour des trans. Et ça m'inquiète énormément. Beaucoup plus que est-ce que mon enfant aura des billes pour se défendre à l'école et tout ça. Moi, je pense que c'est plus structurel en termes de société et quels vont être les droits dans quelques années et comment ça va tourner. Ouais, moi je suis très très soucieuse de ça. Je suis peut-être un peu parano, mais je pense que tu t'inquiètes à raison aussi, légitime. Quoi. Oui, c'est ça. Mais de manière systémique, c'est-à-dire que c'est plus un truc vers où on va. Ouais. Est-ce que ça va durer? Est-ce que cette parenthèse où finalement à peu près tous les 10 ans il y a un vent nouveau avec des évolutions pour les droits LGBT, est-ce qu'on va vers ça ou est-ce qu'on va au contraire on s'arrête, c'était une parenthèse et répression. Et ça me fait peur parce que je ne sais pas où aller. Ouais. Pour l'instant, mon plan n'a pas de point de chute. Et puis, il va falloir qu'on conclue cette émission. Les gars, émission qui est censée durer 1 heure, on est à 1h50. Ah mince, voilà. Je parle beaucoup. Hein. Non, mais en même temps, c'est hyper intéressant. C'était passionnant. C'était passionnant, et on était dans le truc... C'était pas grave. On était à fond avec toi et c'était extrêmement passionnant. Mais malheureusement, il y a un moment où il faut que je clôture cette émission. Qui nous regarde encore, s'il vous plaît? Il y a du monde? Ouais, il y a du monde. Salut. Oui, on est là, on est toujours là. Écoute, merci énormément de ta présence et de cet échange. C'était passionnant. C'était passionnant. Et ça a soulevé plein de questions qui nous, en tant que non concernés aussi, on n'en avait pas conscience. C'est ça. Et ça ouvre des trucs, ça pop-up un peu de partout et c'est... Et on vous compte parmi nos alliés. Évidemment. C'est évidemment. Ça, oui. La question se pose même pas. Et surtout, on aimerait te revoir et que tu reviennes et qu'on continue à parler parce que je pense qu'on a encore pas mal de trucs à se dire et à apprendre et c'était vraiment chouette. J'en profite pour dire aussi que tu seras donc au Family Pride Festival samedi. Toi, tu seras le dimanche. Hein, ouais, dimanche, avec ma poussette. On verra là. Donc, samedi 18 et dimanche 19, c'est au 4... oui, c'est ça, c'est à la Cité Fertier, à Pantin. Et... vous pourrez voir des conférences, des ateliers, tables rondes, des rencontres, des drag shows baby, kids et ados. Ça va être
ouf. Et la soirée queer La disco soirée glitter, je pense que non mais ça va moi si envoyer tu du me dis lourd. glitter, je viens en cours. Ouais, moi aussi, moi, que je vois glitter, Ah, j'ai mais les yeux qui pétillent. T'as vu, c'est ça. Ouais. En fait, tu es une paillette, Charlotte. Oh, Je le merci. savais. Forcément, à boire et à manger. Un plateau d'humour, je crois aussi. Ça Oui. va être drôle, ça va être bien. Des tables rondes, du blablatage et surtout de l'inclusivité, de l'amour et un endroit où de tout la le monde fête et de la joie. se sentira bien, c'est ça, tu me disais. Ah ouais, vraiment. on est Venez, bien. le lieu est chouette en plus. Ouais, là, c'était Ouais. fertile, c'est cool. Et puis depuis le métro, on arrive à un peu deviner qui y va. C'est vrai. Ouais. Tu repères un peu. J'ai repéré, Ah, toi, ouais. t'y vas. Toi, Toi, c'est sûr, tu Ah, vas. ouais. Et en fait, non. Imagine. C'est possible. On sait pas. Hein. Les stéréotypes ont la vie dure. Bon, en tout cas, nous, côté Daronne, eh bien, on se retrouve le 11 juin. Voilà, le mardi 11 juin, encore toutes les deux. Hein. Oui, encore Oui, toutes hein. les deux. Moi, ça va alors. Si tu m'acceptes. J'adore faire mes émissions Oh, avec toi. t'es trop mignonne. Et je sais pas du tout qui on aura, donc je pourrais vous annoncer une invitée, mais pour ça, il faudrait que je l'ai déjà trouvée. Étant complètement à la ramasse dans mes sujets, je ne l'ai absolument pas fait. T'as plus d'un mois encore. J'ai encore un mois. Non, Ouais. puis j'ai des petites idées. J'ai un petit truc quand même avec la grossophobie médicale pendant la grossesse. C'est un petit peu mon truc qui me... Et je pense avoir va être très quelqu'un chouette. en tête. Je vous Trop l'annoncerai bien. prochainement ou pas. Vous aurez la surprise. Je suis très sympa comme fille. Merci encore de ta présence. Merci Merci. Charlotte. Merci à toi, Et Fanchon. au revoir. Au revoir. L'apéro des Au revoir. darons. Salut. Au revoir Twitch. Au revoir tout le monde. Salut.